Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nina Ramen, que beaucoup connaissent s'ils passent beaucoup de temps sur LinkedIn. Grâce à l'algo de LinkedIn, on la voit souvent apparaître, ça veut dire qu'elle fait bien son job. Donc une vraie célébrité que j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir. Salut Nina. Salut Christopher, un énorme merci pour ton invitation. Et merci à toi de t'être rendu disponible. J'imagine que ton emploi du temps n'est pas si light que ça, et en plus tu attends un heureux événement. Exactement, ouais, j'accouche dans moins de 4 semaines. Moins de 4 semaines, donc ça va être imminent. On avait vraiment une fenêtre de tir là en ce moment, quoi. C'était maintenant ou jamais, ouais, je pense que ou dans 9 mois sinon. Dans 3 semaines, ouais, je t'aurais même pas demandé de venir parce que... Trop de risques. Ouais, j'avais pas envie d'avoir ça à gérer. Ou bien avec une équipe médicale en dehors du studio, ça aurait été une première en tout cas, et why not, dans l'absolu. Donc ravi de te recevoir dans Follow Me pour ce 10e épisode déjà. Voilà, ça va faire 2 petits mois que j'ai lancé Follow Me. Je suis très content des retours que j'ai sur le podcast. J'ai conscience aussi qu'il va en s'améliorant. J'apprends beaucoup de choses aussi aux côtés de mes invités. Voilà, je suis très content et je vous conseille, je vous invite à m'écrire si vous avez des invités à me suggérer, des créateurs de contenu, quelle que soit leur plateforme, quel que soit leur hobby, leur passion, même le bricolage. J'adorerais avoir des créateurs de contenu sur le bricolage qui viennent me raconter leur quotidien, comment ils fonctionnent. Donc n'hésitez pas à me suggérer des noms. Nina, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, ne nous parle pas tout de suite de ton activité, mais là, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu d'où tu viens, quelles études est-ce que tu as faites, et voilà, qui tu es. D'accord. Alors, j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Je suis ingénieur en chimie. Ok, effectivement, rien à voir. Donc, mon stage de fin d'études consistait à faire des crèmes d'après-shampoing pour les cheveux chez L'Oréal. D'accord. J'étais dans un laboratoire à faire des essais avec des tubes à essai. Je parlais pas à grand monde et forcément, je maniais pas beaucoup les mots et pas beaucoup les lettres, ce qui est aujourd'hui mon métier. Pas mal déjà de faire ton stage chez L'Oréal. Ouais. Très grande maison, pas mal. Ouais. Il y avait vraiment aussi, tu vois, dans la culture scientifique, aujourd'hui j'applique encore à mon business, mais dans la chimie, cette culture scientifique d'expérimentation que je voyais déjà à ce moment-là. Et oui, effectivement, L'Oréal... c'est là où c'est marrant parce que quand j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, ça m'a pas forcément plu de faire de la R&D, de la recherche là-bas. Je me suis dit, ok, en fait, si ça te plaît pas là-bas, ça te plaira nulle part parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont déployés, contrairement à des laboratoires plus petits où t'as pas vraiment le budget. Nous, on expérimentait sur des vraies mèches de cheveux, on expérimentait avec des super produits, tu vois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, je me retrouve à la fin de 6 ans d'études de chimie. Et alors, on est en quelle année, là ? Là, on est en 2016. 2016, donc tu commences ton stage chez L'Oréal. Enfin, tu es en stage chez L'Oréal. 2016, ça veut dire que tu as démarré tes études de chimie 6 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qui t'a conduite à faire des études de chimie ? Ok, super intéressant. La première chose, c'est que moi, je voulais, à la base, faire médecine. D'accord. Pour faire psychiatrie. Moi, j'ai toujours été intéressée en fait par le fonctionnement humain, le fait d'aider les autres, le fait aussi de comprendre certains mécanismes psychologiques. Et donc, je voulais faire psychiatrie. Sauf que je me suis retrouvée en fac de médecine, du coup. Ouais. Et là, face au concours, j'ai fait, mais les gars, ce sera sans moi, en fait. Ah bon, pourquoi ? C'était quoi ? Il y a le prof qui faisait cours dans un amphi et c'était retransmis dans 2 autres amphis. Ouais. Donc on était tout seul dans les amphis, pas forcément de prof, pas forcément de suivi. Et je me suis retrouvée assez seule dans cet environnement, donc j'ai rapidement lâché. Et quelle fac ? Paris 6. Paris, ok. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'était mois d'octobre, donc vraiment j'avais même pas fait un mois. Et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi ? On va apprendre une compétence que je n'apprendrai jamais à l'école, jamais dans aucune fac, jamais en études supérieures, qu'on développe très rarement, et je suis partie faire les cours Florent pendant 6 mois. Ok. Donc j'ai lâché médecine. Rien à voir. Et j'étais quelqu'un de plutôt timide, plutôt introverti. Et je me suis dit, j'ai rapidement compris que la compétence de prise de parole, la compétence d'expression, a été très valorisée dans l'entreprise et que, paradoxalement, on ne l'apprenait pas à l'école. Et donc j'ai profité de ce moment-là un peu de latence où j'avais laissé tomber médecine, qui était mon rêve depuis longtemps, etc. Je profitais d'un peu de cette parenthèse pour faire les cours Florent. Et donc, j'ai fait les cours Florent pendant 6 mois. Tes parents ont dû halluciner, non ?
Ouais, mon père était pas très content. Non, tu m'étonnes. Parce que bon, tu as dû faire un bac S. Oui, exactement. Brillante comme tu es. Oui, j'ai obtenu mention bien, j'ai ma mention bien, sans problème. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Le chemin était tout tracé vers la médecine, et là, cours Florent. Évidemment, je suis pas en train de dire, attention, que les cours Florent et devenir comédien, c'est un sous-métier, hein, pas du tout. Je dis juste que c'est un choix de vie qui est quand même très différent de celui de médecin. Donc, donc surtout ton père qui a pas bien compris. Ouais. Et alors que c'était lui qui m'avait plutôt poussé à faire des études, je pense, d'une voie qu'il estimait comme étant une voie d'excellence. D'accord. Donc ma sœur a fait Sciences Po. Moi, c'était plutôt médecine, c'était plutôt les sciences, mais il fallait que ce soit une voie d'excellence. Et quand je me suis retrouvée au cours Florent, je me suis vite fait rappeler à l'ordre. En mode tu vas pas faire ça toute ta vie, quoi. Ouais. Ça, j'avais pas l'intention. J'avais pas l'intention, moi, d'être comédienne. Cours Florent, parce qu'il y en a plein de cours Florent. T'as chant, comédie musicale. T'as pris lequel? Moi, c'était vraiment la partie théâtre. Ok, théâtre. C'était pour développer cette compétence de prise de parole. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvée avec des gens qui voulaient en faire leur métier. D'accord. Donc avec des acteurs, des gens que j'ai retrouvés après dans des voulaient faire de leur qui voulaient faire comédien. Après pas si étonnant que ça. Quand on fait les cours Florent, c'est plutôt ces métiers vers lesquels on se destine. Tu veux dire que toi tu as fait les cours Florent juste vraiment pour développer cette compétence de prise de parole, mais sans avoir d'envie de carrière professionnelle là-dedans derrière. Ouais, et j'étais un peu le bug là-bas, si tu veux, parce que je dénotais quand même beaucoup. Et en même temps, c'était intéressant d'être dans un environnement hyper artistique, de gens que j'aurais jamais rencontré, dans un écosystème qui est totalement différent que celui que tu peux avoir quand tu as fait un bac S, que tu te destines potentiellement à faire une prépa médecine. Alors que tu devais regarder les bacs L un peu de haut, non? En disant, tiens, regardez, c'est quoi ces hippies, là? J'ai jamais fait ça. Non, je plaisante, évidemment que tu n'as jamais fait ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, ces quelques mois de cours Florent? Ça m'a appris à me mettre nue sur scène. D'accord. Au sens propre comme au sens figuré. Ouais. J'avais une prof qui nous a fait faire l'exercice de nous déshabiller sur scène. Donc c'était les... Ok, entièrement. Ouais, c'était les femmes. Alors, les femmes avaient cet exercice-là, les hommes avaient l'exercice de se travestir. D'accord. Ensemble, vous étiez ensemble? Ouais, on était ensemble, c'était sur une scène. En fait, c'était un peu la scène finale. Pourquoi ne pas demander aussi aux hommes de se mettre nus? Probablement parce que c'est plus facile pour un homme d'enlever son t-shirt, la nudité probablement avec les hommes. Je pense que ça doit toucher moins. Mais là, on ne se parle pas que du t-shirt, on se parle de tout enlever. Alors, tu pouvais choisir jusqu'où tu allais. D'accord, ok. Et je pense que le rapport au corps et aux femmes, tu vois, on a plus d'injonctions, on est plus jugé sur notre poids. Puis les hommes aussi un peu, mais je pense qu'on a un rapport qui est différent. Et les hommes, ça va être plus la masculinité. À quel point tu vas accepter d'avoir une part de féminité, à quel point tu vas accepter de mettre du rouge à lèvres, de mettre des talons. Et donc dans l'exercice, je pense que c'est pas symétrique. Ouais. Enfin, d'ailleurs, dans notre société, les injonctions aux hommes et aux femmes, les positions des hommes et des femmes sont pas asymétriques. Et donc du coup, probablement que l'exercice a été pensé comme ça. Je sais pas, je l'ai pas pensé. Ouais. Ok. Donc toi, t'es allé au bout. Donc non, je suis quand même restée un peu habillée, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'était un exercice de mise à nu. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je retiens du cours Florent, c'est que à partir du moment où tu t'exposes devant des gens, t'exprimes des émotions, même si c'est pas les tiennes, tu vois, même si c'est celle de l'auteur, c'est pas tes émotions à toi, c'est un peu impudique en fait. C'est un peu impudique d'arriver, de pleurer, d'être en colère, d'exprimer comme ça une émotion impudique. Moi, je le vivais comme étant quelque chose d'impudique. Mais en réalité, c'est vraiment sortir de soi, c'est vraiment se déshabiller, c'est vraiment être nu. Et aujourd'hui, c'est un exercice que je retrouve dans mon métier. Le fait en tant que créatrice, exactement, de se livrer avec une audience. C'est comme monter sur scène. Ouais, quelle que soit l'opinion faire face à l'opinion des autres aussi. Ouais. Et si tu fais pas ça, à la limite, on le sent. Tu restes toujours dans une espèce de superficialité qui fait que tu crées pas cette émotion avec les gens qui te suivent, avec ton audience, avec les gens autour de toi. Tu as appris des choses sur toi durant ces cours, Florent? Tu as eu des révélations?
Je pense que, et je terminerai juste sur ce qu'on disait, mais je pense que c'est une histoire de vulnérabilité aussi. Ça t'apprend aussi à accepter ta vulnérabilité sur scène. Voilà. Et se déshabiller, c'est au sens large du terme. Là, c'était très concret, mais là, c'était au sens concret, mais même au sens abstrait, ça m'a énormément appris, pour te répondre. Ça m'a énormément appris à, en fait, comprendre que plus tu vas être vulnérable, plus tu vas montrer aussi ta vulnérabilité quelque part, et plus aussi les gens vont créer de l'empathie avec toi. La vulnérabilité, c'est quoi ? C'est accepter, c'est montrer ses émotions. Je suis en colère, je suis triste, je suis déçue. Et en face de toi, tu as une audience, tu as un public qui lui aussi ressent ses émotions et qui par empathie, par catharsis, c'est le principe du théâtre, va créer une connexion avec toi. Et si tu veux, je pense que c'est la première fois, c'est le premier endroit, et j'avais 18 ans même pas, où j'ai expérimenté ce lien-là que tu peux créer en étant non pas du côté spectateur, ce qu'on est en général, mais du côté de la personne qui est sur scène. Ouais, ok. Et si tu as fait ce chemin au cours Florent pour apprendre à maîtriser ta prise de parole et en public notamment, est-ce que par le passé tu as eu des expériences où tu as failli sur ce plan-là, où tu as dû peut-être présenter des choses face à tes camarades de classe, élèves, et où tu as un peu vrillé ou non ? Oui, carrément. Ouais. Moi, j'étais pas quelqu'un de très extraverti. Enfin, je suis d'ailleurs toujours pas quelqu'un de très extraverti, mais je pense qu'en plus d'être introverti, j'étais timide. Ce que je suis un peu moins aujourd'hui. Mais j'avais vraiment ce truc-là d'avoir du mal à prendre la parole, je pense. Avoir du mal à m'exprimer, à exprimer mes opinions. Et quand tu n'arrives pas à prendre la parole, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à te défendre, tu n'arrives pas à défendre tes intérêts. Et du coup, c'est un sacré handicap quand même dans la vie. Complètement, ouais. Donc, si tu veux, j'ai très rapidement senti une certaine inhibition sur la parole. Alors, probablement dans l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, qui laissait pas forcément la parole beaucoup aux enfants, qui laissait un peu moins la parole aux filles, aux femmes, et donc du coup, a fortiori aux filles, et à côté de mes cousins, par exemple, j'ai un peu moins la parole. Donc il y avait cet enjeu-là, je pense que j'ai très vite détecté de me dire, ah ouais, en fait, même à l'école, ceux qui prennent mieux la parole, en fait, c'est ceux qu'on suit, c'est ceux qu'on a envie, avec qui on a envie d'être, et c'est eux qui arrivent à défendre leurs intérêts. Et qui arrivent à parfois compenser aussi quelques lacunes dans certaines matières. C'est ça, et ceux qui réussissent, et c'est là où tu vois, ceux qui réussissent sont pas forcément les plus compétents, sont aussi ceux qui savent le mieux présenter leur travail, le mieux se présenter eux-mêmes. D'ailleurs, c'est l'un des... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un mal ou une tragédie, mais moi, je trouve que ça l'est. C'est que dans certaines entreprises, ou en tout cas dans les entreprises telles qu'elles sont, les organisations telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, tu auras toujours une prime à celui qui va faire énormément de bruit sur sa micro-action, comparé à celle qui aura délivré un truc de malade qui va changer la vie de l'entreprise, mais qui ne saura pas en faire la promotion et qui ne saura pas le vendre. C'est à quel point tu vas être capable de marketer. Exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu mon leitmotiv, même dans mes formations et tout, c'est que je dis, tu peux construire le plus bel hôtel du monde au milieu du désert. Exactement. Personne ne saura qu'il est là. Par contre, dis aux gens qu'il est là. Et ça fait Las Vegas. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de Las Vegas, en gros. C'est pour ça que moi, ce qui m'épate dans ce que tu me dis, c'est qu'à 18 ans, tu as eu la maturité de te dire, ok, là, j'ai un souci, ça va me bloquer toute ma vie, il faut que je le règle. Moi, à 18 ans, j'avais pas du tout cette maturité-là. J'avais des problèmes que tu peux avoir quand t'es un mec ou un ado à 18 ans. Et moi, je pensais pas du tout à régler mes problèmes perso. Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir cette maturité à cet âge. Et surtout de passer à l'action. Je saurais pas te dire comment je suis arrivée là. Je saurais pas te dire ce qui a été cette force. Probablement que j'ai intérieurement souffert du fait de pas beaucoup prendre la parole. Je pense que ça a été une vraie frustration pour moi et qu'à ce moment-là je me suis dit ok, t'as une fenêtre de tir, vas-y. Puis j'ai vécu un événement personnel assez compliqué, j'ai perdu des proches dans un attentat, et donc je me suis dit que le fait aussi de pratiquer un art pouvait avoir cette parenthèse là dans ma vie, de me dire tu prends 6 mois de ce que tu veux, vas-y, fais-toi kiffer, fais ce que tu veux. Et je me suis dit que cette compétence était quand même une des plus intéressantes. Et d'ailleurs, rétrospectivement, c'est facile de refaire l'histoire, en fait. Probablement que sur le moment, tu vois, là, je me suis reconstruit une histoire. Mais peut-être que sur le moment, j'étais pas aussi consciente du sujet. Et d'ailleurs, c'était le cas.
Je savais juste que je pouvais pas rester faire médecine avec des robots dans une fac de 36 000 personnes où j'étais perdue. Je me suis dit, bon, quelle alternative il me reste? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Et ça s'est fait comme ça. Et c'est que maintenant, rétrospectivement, que je prends la parole, que j'ai cette place-là, que je crée ces émotions et ces connexions, que je reconnecte tous les points. Mais à l'époque, c'était un peu du hasard aussi, je pense. Ouais, bien sûr. Et donc, tu sors des cours Florent et tu reprends du coup des études de chimie. Exactement. Tu reprends pas médecine. Je reprends pas médecine. Pourquoi parce que je me sens toujours pas capable d'affronter cette espèce de concours. Ok. J'ai pas ce truc-là de me dire je vais être meilleure que les autres. À tout prix, exactement. Ouais. Et donc, je me retrouve en fac de chimie. Donc, je fais une double licence de chimie et de bio. Et ensuite, je pars en école d'ingé. D'accord. De chimie. Et en école d'ingé de chimie, donc qui était à Lyon, là, on doit faire un stage de fin d'études de 6 mois. Et ça va reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure. On doit faire un stage de fin d'études de 6 mois et L'Oréal débarque dans cette école de chimie. L'Oréal débarque en disant on prend toutes les personnes que vous voulez de la promo, donc évidemment toutes les filles en général voulaient plutôt faire de la cosmétique et plutôt chez L'Oréal, c'est un peu le Graal. Ouais. Et ils nous ont fait passer une série de tests, une demi-journée, une série de tests. Et notamment, dans ces tests, il y avait de la prise de parole. C'était présenter un projet autour de la cosmétique pour hommes. Et donc, tu devais trouver ton innovation technologique. Et tu devais la présenter devant tout le monde en 3 minutes. Et il se trouve que j'étais la personne, dans ce projet-là, prise. Comme par hasard. Voilà, alors qu'elles étaient venues de Paris et tout, tu vois. Ouais. Et donc, il y avait eu plusieurs phases de sélection, avec de moins en moins de personnes, et à la fin, ils prenaient une personne, et donc voilà. Et donc, j'ai été prise, c'est comme ça que j'ai été prise chez L'Oréal. D'accord. Alors après, ils n'ont pas pris que moi, hein, mais j'étais vraiment la personne sélectionnée, parce qu'ils m'ont pris en entretien final, et au final, j'étais recrutée sur ce poste-là, qui était un poste pour les soins capillaires. Donc, recrutée en contrat pro, ou en alternance? C'était un stage, c'était mon stage. C'était mon stage de fin d'études, qui était un stage de 6 mois. T'as bossé du coup sur des produits pour hommes Et du coup, j'ai pas du tout bossé sur des produits pour hommes. Okay. Et d'ailleurs, j'avais pas du tout fait une innovation technologique. J'avais repris une innovation qui existait déjà, qui était une encapsulation. Donc, une encapsulation, c'est une bille avec à l'intérieur un produit teinté. Et j'avais dit, cette innovation technologique existe déjà pour les femmes. On pourrait l'utiliser pour les hommes et ça ferait une crème teintée pour hommes. Et l'avantage, c'est que c'est une crème qui est blanche. Donc, t'as pas l'appréhension d'avoir l'impression de mettre du maquillage, qui pouvait être à l'époque un frein, qui va toujours un peu pour les hommes. Et en disant, voilà, en fait, c'est une super innovation à mettre pour les hommes. Mais au final, quand tu y penses, ce n'est que du marketing. Je n'avais aucune innovation technologique derrière. J'ai juste repris un produit en disant, venez, on fait ça, mais on le donne aux hommes. Je ne vais pas minimiser le travail des labos, évidemment, de L'Oréal et de tous les concurrents de L'Oréal, mais 95% du business, c'est du marketing, quand même. Ouais, donc finalement, voilà. Et donc, c'est exactement ça. Et surtout qu'un produit cosmétique, c'est 90% d'eau. Un produit cosmétique, c'est une crème, c'est 90% d'eau, 5% d'huile, et le reste des actifs. Ça coûte cher l'huile, surtout en ce moment. Donc, faut pas négliger ça. Très bien, donc stage L'Oréal, et un peu comme ce que tu nous disais au début de cet épisode, un jour, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Non? C'est un peu ça? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Raconte, c'est... Je n'étais pas faite pour faire des crèmes dans un labo toute seule, à faire des essais, toujours sur les mêmes essais. Alors il y a des gens qui s'intéressent beaucoup. Moi, je pense que j'ai pas la rigueur pour le faire. L'idée, c'est d'appliquer un produit sur une mèche de cheveux, de changer un mini paramètre, de refaire l'expérience, de voir comment ça évolue, etc., etc. Donc moi, c'était quelque chose qui me plaisait pas, je me sentais sage, je parlais à personne, etc. Et donc ce stage se termine. Et à la fin de stage, autant te dire que moi, chez L'Oréal, je faisais de moins en moins de choses, quoi. Puis chez L'Oréal, si tu veux ne pas travailler dans les locaux de L'Oréal, il y a plein de choses. Il y a des restos, il y a une salle de sport, il y a vraiment, c'est Disneyland, quoi. Tu peux vraiment faire à peu près ce que tu veux. Donc j'avais plein de raisons, si tu veux, de pas forcément pousser le sujet, quoi. Et le stage se termine, et là je me retrouve un peu seule face à moi-même. Ok, Nina, tu vas faire quoi dans la vie, en fait? Et donc je dépose mon CV sur des CV tech, comme on fait quand on cherche un premier job, sans trop savoir à quoi m'attendre, sans trop savoir moi-même ce que je voulais. Je subissais un peu les choses. Bon. Et là, un jour, il y a un recruteur qui m'appelle et qui me dit « Hey, tu veux faire du recrutement ?» Ok. Et là, je lui dis, t'es sûr que t'as lu mon CV? Parce que pour moi, le recrutement, c'était un domaine des RH. Oui.
qui dit RH dit pas du tout de la chimie, et je lui dis mais en fait moi j'ai pas du tout ces compétences-là. Pourquoi tu me proposes ça? Et il me dit en fait je recrute pour une boîte qui recrute des profils scientifiques. Ouais. Et donc on cherche d'autres scientifiques parce Bien que sûr. vous en tant que scientifique vous vous comprenez entre vous. Make sense. Donc on prend d'autres scientifiques, on va vous apprendre le recrutement, on va vous apprendre la compétence de recrutement, et finalement, tu vas recruter d'autres Nina pour l'industrie de la cosméto, de l'agro et de la pharma. Ok. Bon, c'était soit ça, soit je restais chez moi à regarder Derrick l'après-midi. De toute façon, je sortais d'études, je faisais rien, voilà, exactement, à regarder des téléfilms. Je dis vas-y, on va tester. Ouais. En plus, c'était un métier, tu vois, où j'étais plus dans l'interaction, plus avec les gens. Je me suis dit, ça se trouve, ça ressemble un peu à de la psycho, ce que je voulais faire au début, tu vois. Donc je me suis dit, allons tester. Attends, et en même temps, tu poses ton CV un peu en mode random sur des CV tech. Ouais. Si on t'avait proposé un poste de chimiste, t'aurais dit, non mais moi je veux plus faire ça me saoule. Donc forcément, c'est que les opportunités qui allaient t'arriver étaient forcément random. Oui, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça, c'était vraiment clairement un effet d'opportunité. Donc tu prends le job. Je prends le job, et là je me retrouve dans une boîte américaine, une grosse boîte américaine qui est assez reconnue de recrutement, et je me retrouve dans la branche scientifique, à recruter pour L'Oréal notamment, c'est ça qui était marrant, Chanel, Sisley, mais aussi Sanofi. Je recrute aussi pour l'agro, donc vraiment très large, et des profils docteurs, ingénieurs, techniciens. Et là tu vas commencer à avoir le lien avec LinkedIn notamment. Donc j'arrive, et puis là ce qui est assez marrant, c'est qu'on me dit tiens, je te montre un CV, il faut que tu trouves à peu près le même CV. Et moi j'étais là, mais waouh, comment je fais, par où je commence? Et j'ai appris sur le tas. Donc un peu la promesse qu'on m'avait faite sur la formation, j'ai eu des éléments, mais au final c'est comme tous les métiers, tant que tu l'as pas pratiqué, c'est compliqué en fait de le comprendre. Et j'ai beaucoup appris sur le tas, et là notamment j'ai appris sur internet. Je suis tombée sur un blog qui s'appelle le blog de l'école du recrutement. D'accord. Je suis tombée aussi sur des vidéos YouTube qui s'appellent Le Réveil du recrutement. Et en fait, ces gens-là m'ont tout appris. Du recrutement. Mais quand je te dis tout appris, c'est tout appris. À tel point que 6 mois après, j'étais une des meilleures recruteuses de la boîte. J'étais tellement bonne que on m'a dit, écoute, Nina, qu'est-ce qui te différenciait de tes petits camarades? Je pense que en fait, je rédigeais des très bonnes annonces. D'accord. C'est quoi le recrutement au final? Quand tu es un cabinet de recrutement, c'est beaucoup aller chercher des profils. Et convaincre la personne d'aller chez ton client. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, c'est le client qui évalue. Tu n'es qu'un intermédiaire quand tu es en cabinet de recrutement. Tu n'es pas le client final. Donc, tu n'as pas la partie évaluation. Tu as vraiment la partie qu'on appelle sourcing. Sourcing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver un candidat et le convaincre, alors que le mec, il est probablement en train de faire autre chose dans un job qu'il aime probablement. Tu dois le convaincre de te prendre au téléphone, voire de venir te voir, et ensuite que toi, tu puisses l'envoyer chez un client. Donc, tu vois, tu as vraiment ce travail-là qui est plus un travail de commercial presque. Tu vois. Et sans parler de salaire, en plus. Si tu peux, Non, mais je veux dire, le salaire n'était pas forcément le seul argument à mettre en avant. J'imagine que tu devais mettre en avant d'autres choses aussi. C'est ça, en fait, et du coup, tu te retrouves dans la position du commercial, où tu dois comprendre l'intérêt de la personne. Est-ce que c'est de se rapprocher de son lieu de son domicile? Est-ce qu'il a des frustrations par rapport à des tâches qu'il aimerait faire en plus ou en moins? Son niveau de salaire. T'as le salaire, effectivement, et le salaire est plus un levier de démotivation d'ailleurs que de motivation. C'est-à-dire que les gens vont changer pour le salaire, mais ils vont aussi changer parce qu'ils veulent des nouvelles responsabilités, ils veulent un nouvel environnement, etc. Alors juste, avant que tu reprennes, j'ouvre une petite parenthèse. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'école du recrutement, qui a été fondée par Laurent Brouat, qui est un podcasteur de mon label, Orso Média, et qui a depuis créé un podcast que je conseille à tout le monde et qui est fantastique, qui s'appelle L'Apprenti, mais il l'a renommé en Il était une fois l'entrepreneur. C'est un podcast de narration où il raconte des trajectoires d'entrepreneurs avec des reconstitutions, un gros travail sonore. Vraiment, je vous le conseille. Donc c'est très, très étonnant. Je pense que ça lui fera très plaisir de ce que tu as dit. Mais l'histoire avec l'école du recrutement n'est pas finie. Donc tu vas le découvrir. On se croirait dans un podcast de Laurent Brouat. C'est ça.
Mais ce n'était que le début. Il manque la petite musique. Et donc, à tel point que... donc, en fait, voilà, le métier de recruteur, ce qu'il faut s'imaginer quand on n'est pas recruteur dans un cabinet de recrutement, ça ressemble plus à un travail de commercial. D'un côté, tu as ton client qui te dit « je veux un mouton à 5 pattes » et de l'autre côté, tu dois aller trouver le mouton à 5 pattes, le convaincre de venir, puis de l'envoyer chez ton client. Et avec tout ça, tu prends ta com. Ok ? Quand ça marche. Pas toujours. Ça, c'est un peu donc moi, je performais assez bien. Et donc, 6 mois après mon arrivée, en suivant le blog de l'école du recrutement, en faisant leur formation, je suis devenue hyper forte dans ce que je faisais et j'ai formé toute la boîte. Enfin, j'ai notamment fait des sessions de formation. Il y avait une centaine de recruteurs et donc je les formais. Et là, j'ai adoré faire ça. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que j'ai appelé l'école du recrutement et notamment Laurent Brouat. Et je lui ai dit, écoute Laurent, je suis déjà en train de vendre ta formation en interne, vendre au sens large du terme, pas au sens financier, mais je suis déjà en train de promouvoir ta formation en interne, je suis déjà porte-parole un peu de ce que vous dites, j'aime votre contenu, je viens chez toi et tu me payes pour le faire. Okay. Et donc je me suis retrouvée comme ça. Il te dit ok. Il me dit ok, et c'est comme ça que je me retrouve salariée de l'école du recrutement. Ok, incroyable. Sur un poste de commercial. Très bien. Et donc ton job c'était... pareil, de trouver des candidats, c'est ça ? Et là, mon job, donc, alors que j'étais recruteuse, donc là où je devais trouver des candidats, quand je me retrouve à l'école du recrutement, eux, leur produit, c'est un produit de formation. C'est un produit de formation en ligne. Donc, je me retrouve à vendre des formations en ligne à des recruteurs. Ce qui m'arrange plutôt bien, puisque je connais bien la réalité du métier de recruteur, au même titre que quand j'étais recruteuse, je connaissais bien la réalité des ingénieurs que je recrutais. Donc ça a été un petit raccourci que j'ai pris dans mon parcours business, c'est que j'ai toujours vendu à des gens qui me ressemblaient et donc je savais facilement les leviers sur lesquels je pouvais activer. Et donc là, je me retrouve commercial à vendre des produits de formation en ligne à des recruteurs. Donc c'est une boîte qui marche bien, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est une dizaine, ça se passe super bien. Au bout d'un moment, je me sens un peu à l'étroit dans le métier de commercial et j'investis beaucoup l'écriture. J'investis beaucoup l'écriture au lieu de me retrouver à appeler, parce que je déteste faire ce qu'on appelle du cold calling, qui est vraiment l'équivalent de redescendre des listes de pages jaunes et d'appeler les gens et de prendre des portes. Je déteste faire ça. Et donc, j'ai trouvé une alternative. Moi, j'envoyais des messages aux gens. Et aussi, je faisais des posts LinkedIn. Sur LinkedIn ? Ouais. Et par mail. Et je commençais à faire des posts LinkedIn parce que Laurent Brouat a une grosse audience LinkedIn. Et à l'époque, moi, je maîtrisais peu LinkedIn, je maîtrisais peu la création de contenu. Et Laurent m'a dit, tiens, Nina, viens, si tu veux, on bosse un peu ton profil de LinkedIn et tes publications. On passe, donc j'aimais déjà bien écrire, on passe 1 heure ensemble, avec un autre commercial d'ailleurs. 3 jours après, je fais mon plus gros post, avec 7000 réactions, un truc qui explose. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris 2 choses. La première, c'est que tu pouvais créer du contenu facilement, entre guillemets, et être reconnu pour ça, et du coup, avoir des opportunités business, parce que moi j'étais commercial. Derrière, ça me créait des opportunités business. Et de l'autre côté, en fait, que LinkedIn pouvait être un vrai média et pas seulement une CVTech à ciel ouvert. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir et que j'ai basculé progressivement du côté du marketing. Finalement, il y a un poste qui s'est libéré dans cette boîte sur le marketing. J'ai investi le marketing. J'ai géré une newsletter avec 30 000 personnes. J'ai continué à me faire identifier sur le métier du recrutement et à publier sur LinkedIn, à prendre cette voie, à prendre une marque personnelle, ça s'appelle une marque personnelle, qui était Nina de l'école du recrutement, mais ça restait Nina Ramen. Et donc il y a plein de gens qui m'ont connue comme ça et qui me suivent encore aujourd'hui et qui me disent « Ah, mais je te connais depuis l'époque de l'école du recrutement ». Et donc ça, c'est assez marrant de voir des gens qui, même aujourd'hui, sont encore recruteurs, sont dans ma base et me parlent et même m'achètent mes produits. Donc ça, c'est assez drôle. Et on peut saluer aussi, après c'est peut-être pas le cas, mais le fait que Laurent était OK partant pour te dire non mais Nina, vas-y, développe ta marque personnelle, c'est ta personnalité que tu dois mettre en avant, pas forcément l'école du recrutement. Vas-y, il y a beaucoup de managers qui pourraient être un peu plus dans la rétention et être à l'opposé de ça. Ouais, et exactement. Et parce que lui-même, en fait, avait exploité cette voie de la marque personnelle, ce qu'il fait encore, d'ailleurs, dans son podcast et dans son média. Mais je pense qu'il est très fort pour ça. Et d'ailleurs, il a commencé à le faire il y a 4 ans. Il y avait Nicolas Galita aussi, qui est un autre créateur de contenu que j'aime beaucoup, qui travaille aussi à l'école du recrutement, il y a encore. Et pareil, j'étais à côté de 2 personnes qui avaient des marques personnelles très différentes, mais très puissantes, les deux. Et j'ai beaucoup appris
de ça. J'ai beaucoup appris. Ils m'ont permis de voir que c'était possible et de voir comment le faire. Donc clairement, j'avais un manager aussi qui m'a poussé à le faire. Qui m'a poussé à le faire, qui m'a autorisé à le faire, parce que lui-même le faisait et je pense qu'il en voyait la puissance. Et on va arriver aussi à un autre sujet, qui est que c'est un danger que ce soit que le CEO, et je pense que Laurent l'avait identifié, que ce soit que le CEO qui porte cette voie-là. Évidemment. Parce que du coup, ta valeur, la valorisation de ta boîte, tu quittes ta boîte, tu peux même pas revendre ta boîte en fait. Parce que la marque, elle est portée par la personne. Donc demain, Laurent, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, il a revendu l'école du recrutement. Mais c'est très dangereux d'avoir sa marque personnelle qui est rattachée à la boîte, parce que toi, tu parles. Ça fait du lead. Mais t'arrêtes de parler, ça fait plus de lead. Et ça, je l'ai vu dans les 2 boîtes dans lesquelles j'étais, avec 2 CEO qui avaient des marques et des voix personnelles très fortes. Et à chaque fois qu'ils arrêtaient de parler, les commerciaux, je peux dire pour avoir été commercial, ils criaient en disant ouais, mais en fait, toi, t'arrêtes, tu fais pas de post LinkedIn, moi, j'ai plus de business qui tombe. Complètement. Mais c'est l'un des enjeux de la creator economy d'ailleurs, parce que c'est une économie évidemment de l'hyper-incarnation. Donc on peut monter un business qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sur son seul nom, via des podcasts, des vidéos YouTube, des newsletters, etc. etc. Mais c'est un patrimoine économique qui est difficile à revendre. Exactement. Ou en tout cas, ça se prépare. C'est une vraie question que moi, je me pose même aujourd'hui dans mon business. C'est comment tu peux t'extraire un petit peu sur ton produit de ta boîte. C'est-à-dire que tu peux t'extraire dans le sens où tu peux déléguer ton produit. Mais comment tu délègues ta voix quand les gens achètent Nina Ramen ou achètent Laurent Broye ou voilà. Comment tu t'extrais de ça? Et ça, c'est un vrai sujet que je me pose et qui est encore un sujet parce que j'ai 4 mois de congé maternité. Donc pendant 4 mois, je pourrais pas potentiellement prendre la parole, je pourrais pas prendre ma voix. Donc c'est un vrai enjeu clairement de la une solution quand même. T'as commencé à me raconter un peu tout à l'heure. Mais juste, alors ok, très bien, école du recrutement. Et là, comment tu comprends que cette activité on va arriver au copywriting. Donc tu vas nous expliquer quelle est ta définition du copywriting et de cette activité. Comment t'en es arrivé à la conclusion qu'il fallait que tu te lances, toi, toute seule, et que tu voles de tes propres ailes? Alors, ma définition du copywriting, elle est arrivée à peu près à ce moment-là. Le copywriting, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Donc, créer de l'engagement, vendre avec les mots. C'est l'art de vendre avec les mots, mais vendre au sens large, au sens d'obtenir un engagement. Sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, ça va être obtenir un like, obtenir un commentaire. Sur une newsletter ou des emails, quand tu es commercial, ça va être comment tu obtiens un rendez-vous. Un commercial qui envoie un email de prospection, il va vouloir obtenir un rendez-vous en contrepartie. Et ça va être sur une page de vente, si tu vends un produit en ligne, faire en sorte que la personne, elle laisse sa carte bleue. Donc répondre à ses objections, l'inciter à appuyer sur le bouton acheter, ou si tu vends de la presta, ça peut être prends un appel avec moi. Donc c'est toujours des mots au service d'un objectif. Exactement. C'est le sujet de créer de l'engagement, de vendre avec les mots. Ça c'est une première chose. Ensuite, comment est-ce que j'en suis venue au fait de vouloir me lancer, moi, seule. Finalement, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, que ce soit l'école du recrutement, notamment, j'ai toujours développé ma marque personnelle. Donc, tous les jours, je faisais 1% de plus. Tous les jours, je faisais 1% de plus que j'investissais dans le capital Nina Ramen. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles 1% de plus? En temps, en énergie? Ça peut être en temps ou en énergie, mais ça veut dire minimum 3 posts par semaine, par exemple. Ok. 3 posts par semaine en mon nom, sur mon profil, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai maintenu. 1% de plus avec 3 posts, ça veut dire que tu faisais 300 posts par semaine pour l'école du recrutement. J'exagère un peu. Non, mais on a bien compris. mais tu vois, se dire qu'en fait, tu fais toujours un peu plus. Donc ça, c'est un vrai investissement. Et donc, j'ai eu des leads entrants. D'accord. Perso. Perso. Exactement. Et donc, j'ai commencé comme ça à monter mon activité en parallèle. Alors, les leads entrants perso, ils te demandaient quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses pour eux? Apprends-moi la vente et le marketing. Apprends-moi la vente et le marketing. Ouais. Ne m'apprends pas le recrutement, parce que j'étais à l'école du recrutement, mais apprends-moi la vente et le marketing. Et donc, la première cliente que j'ai eue, elle s'appelle Amélie Collinet. Et c'était une recruteuse. Et on a fait ensemble toute sa partie marketing et sa partie vente. Donc moi, j'avais été commerciale, j'avais développé pas mal de compétences sur la partie marketing aussi. Ouais. Et avec elle, on lui a fait lancer sa newsletter, négocier une propale,
Par exemple, quel enjeu, quel levier tu peux activer. Pas mal de choses. Elle a réussi à doubler son chiffre d'affaires. C'était une super réussite. Elle était hyper contente. Même encore aujourd'hui, je lui parle. Elle est super contente. Et là, je me suis dit, OK, en fait, ce que tu proposes, c'est une vraie valeur. Et donc, j'ai commencé à continuer à prendre des clients comme ça, en parallèle et en plus de mon CDI. En plus de ton CDI à l'école du recrutement. Mais là, typiquement, la première mission que tu faisais sur... Non, j'ai déjà pu son nom. Ou avec Amélie, ouais. Voilà, Amélie. C'était pas une prestation que l'école du recrutement pouvait proposer ? Non, c'était pas du tout une prestation que l'école du recrutement proposait parce que l'école du recrutement te propose d'être meilleur en recrutement. D'accord. Pas en vente. Ouais. Donc, même s'il y a des choses un peu en commun. Mais, et elle, c'était surtout une solo recruteuse. Donc, elle était solo, tu vois. Et donc, tu as eu des bons résultats avec ce premier client. Et après, j'imagine, ça fait, je sais pas, boule de neige. Tu as eu d'autres clients, bouche à oreille. Exactement. Ça a commencé. Et puis, j'ai commencé à faire de plus en plus de chiffre d'affaires, Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2019. 2019, il y a 3 ans. Ouais, 2019-2020. Avant le petit épisode de Grippette, là. Et donc là, je me dis, ok, super intéressant. Et je trouve que j'ai quand même envie d'apprendre le marketing. Je me dis que le marketing, c'est quand même une compétence qui m'intéresse de creuser, sur laquelle je peux devenir meilleure. Et notamment, moi, j'étais pas du tout douée sur la partie publicité. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs, même encore. Je sais pas faire des pubs payantes. Moi, je sais faire du gratuit, de l'organique. Entre guillemets, gratuit. C'est jamais gratuit parce que c'est ton temps. Mais en tout cas, de l'organique. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais explorer. Maintenant que je suis marketeuse, j'ai envie de devenir meilleure en marketing. Et donc là, je quitte l'école du recrutement et je vais chez Germinal. Ouais. Et j'y passe. Et donc là, je prends vraiment le poste de copywriter, donc plus spécialisé que ce que j'avais avant. Avant, j'étais responsable marketing. J'avais un peu un périmètre plus large. Mais c'était assez général. Et là, je me retrouve uniquement sur la partie copywriting. Et donc, je continue. Je continue. En fait, je fais plus ou moins le même métier. Finalement, je reprends une newsletter. Je continue à faire des posts LinkedIn. Ouais, c'est pour vendre. Et ça reste pour vendre une formation. Et tu as toujours ton job chez Germinal et ton activité à côté où tu prends tes propres clients ? Non, là c'est une période où je mets un peu en pause mon activité parce que c'était en termes d'intensité de travail tellement élevé, c'était un poste que je maîtrise. Enfin, t'arrives dans une nouvelle boîte avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux process, il fallait le temps quand même que tout ça s'installe avant que je puisse reprendre des clients. Donc là je fais pause un peu sur mes prestats à côté et c'est l'avantage d'ailleurs quand tu es en CDI et en freelance à côté, c'est que tu peux gérer en fonction de ton niveau d'énergie et de temps. Donc là quand je suis Germinal, je fais carrément pause, je me dis ok, là je calme le jeu quoi. Ok, très bien. Germinal, tu fais à peu près le même job, mais sur un autre secteur, d'autres sujets. Je vends toujours de la formation en ligne, puisque en fait, c'est plus de la formation dédiée aux recruteurs, mais ça reste de la formation dédiée aux entrepreneurs. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu fait avec la fameuse Amélie. Germinal, reconnu comme une machine de guerre, quand même, en termes de business, de lead gen. Non ? T'es d'accord avec ça ? Je pense que c'est un bon qualificatif, une machine de guerre. Le mot important est en guerre. Oui, je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'il y a un enjeu d'incarnation de marque. Et notamment, tu vois, quand tu as un nombre de leads qui est aussi tributaire d'une personne, et ça revient un peu au même problème de boîte qui d'ailleurs c'est pour ça que ultra incarné, exactement. Donc ça pour moi c'était un des enjeux. Il y a un deuxième enjeu qui était aussi de passer d'une boîte qui était une boîte de service à une boîte de produits. Dans une boîte où tu as 30 personnes, sur les 30 personnes tu en as 20 qui sont envoyées chez des clients. À la base, quand tu fais du service, quand tu pivotes sur du produit, qu'est-ce que tu fais de ces 20 personnes voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu moins besoin. Voilà, tu en as un peu moins besoin. Ça reste une charge salariale. Donc, voilà, je pense qu'il y a ces vrais enjeux-là. Par contre, il y a une vraie force, clairement, sur l'impact LinkedIn et notamment, moi, c'est ça aussi que j'ai vu dans mon expertise et les CEO de ces deux boîtes, Grégoire et Laurent, se ressemblent en ça. C'est des gens qui ont beaucoup incarné leur boîte, beaucoup nourri leur boîte de leur marque personnelle. Et je pense que moi, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint. C'était aussi pour ça que j'ai rejoint Germinal à l'origine. Ok, donc comment s'arrête le comment ça te regarde peut-être avec Germinal. Donc l'aventure avec Germinal s'arrête au bout d'un moment.
En fait, ce qui se passe, c'est que ils voulaient garder 5 personnes et moi, je faisais partie de ces 5 personnes. D'accord. Parce que voilà, enjeu de la boîte, effectivement, les fondateurs, etc. C'était un peu compliqué. Moi, je faisais partie de ces 5 personnes parce que si tu veux, c'était un vrai enjeu business. Comment tu gardes une forte rentabilité avec un minimum de personnes. Et moi, à ce moment-là, je décide que c'est le moment pour moi de partir. Ok. Vraiment, je décide que je vois que je grandis, que j'ai de plus en plus d'opportunités, de lead entre-temps. J'ai fait une formation, j'ai appris à prendre la parole, j'ai appris à délivrer aussi sur mon propre métier, ce que je faisais pas parce que j'avais pas l'occasion sur l'école du recrutement, je faisais pas des formations en copywriting sur l'école du recrutement. Chez Germinal, j'ai plus pris la parole sur ce sujet-là. Et là, je décide que c'est le moment. Et donc j'en parle et je m'en vais avec une rupture conventionnelle. Donc, pour moi, nickel, idéal, pas de problème. Et 2 semaines après, je fais un test de grossesse qui est positif. Et on en arrive à l'histoire qui est comment je monte une boîte, je la rends rentable en 9 mois et j'arrive au bout de 9 mois à créer un système qui est capable de tourner sans moi pendant 4 à 6 mois qui sera le temps de mon congé maternité. Donc j'ai pas tant le temps que ça. Et donc là, tu as 1 mois du terme, donc c'était il y a 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois. Ok. Donc qu'est-ce que tu mets en place déjà? T'apprends que tu attends un heureux événement. Tu t'étais déjà mis en tête de créer ta boîte. Donc c'est intéressant ce que tu me disais tout à l'heure. Tu es dans une sorte de course contre la montre. Parce que tu sais qu'il y a un moment où il va falloir arrêter et te consacrer à cet événement, et tu as bien raison de le faire. Mais c'est pas mal, parce que du coup, ça te donne une période durant laquelle il va falloir que tu délivres à mort. Ah bah t'as pas le time en fait. Et donc tu te concentres sur les 20% qui créent 80% des résultats. Alors, c'est quoi? A fortiori, et je te réponds, mais a fortiori... Quand t'es au premier trimestre, que t'as des nausées et que tu peux travailler que 3 heures par jour. C'est le pire. Enfin, évidemment, moi, je suis un homme, donc je sais pas, mais j'ai 3 enfants, donc oui, c'est pas les plus simples. Les 3 premiers mois. Donc c'est pas toujours 12 heures par jour. T'as un enjeu vraiment de gestion, d'efficacité, de productivité, mais aussi un enjeu business de là où tu répartis tes forces. Et donc moi, j'ai décidé très tôt que j'allais diviser mon année, mes 9 mois, en 3 trimestres. Les 3 trimestres de la grossesse, bon, ok, jusqu'ici tout va bien. Le premier trimestre, je l'ai consacré à une seule chose, vendre. Je n'avais qu'une seule obsession, vendre, faire de l'argent. Et vendre quoi? Eh ben, à l'époque, j'avais rien à vendre, donc j'ai vendu mon temps, j'ai vendu du coaching. Ok. Alors, avant de vendre du coaching, j'ai fait une chose, j'ai pris 30 appels avec des gens de mon écosystème qui me sollicitaient. Donc des gens qui m'avaient vu partir de chez Germinal et qui m'avaient contacté en me disant que ça les intéresserait de travailler avec moi, des gens que j'avais croisés dans mon parcours professionnel. J'ai pris 30 appels et j'ai demandé à ces gens « Hey, salut, si t'as 1 heure de Nina, tu veux quoi ? Ou si t'as 1 jour de Nina, tu veux quoi ?» Et je pensais que les gens voudraient que j'écrive des copies pour eux. Des copies, c'est des emails, des posts LinkedIn, etc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les gens m'ont dit « Bah moi, j'aimerais que tu me formes, j'aimerais que tu m'enseignes. » Et donc là, ça a été une première découverte pour moi. Ça a été, en fait, les gens, ils veulent pas que je fasse, ils veulent pas de la prod, ils veulent de l'enseignement, de la formation. Donc ça a été une première révélation. Ça m'a permis de pas me tromper dans le produit que j'allais créer, de pas me tromper dans mon positionnement, déjà d'aller communiquer avec mon marché. Donc ça a été un premier enjeu. Je me suis lancée, j'ai fait ça. Et donc là, quand je te disais que le premier trimestre c'était le trimestre de la vente, il y avait pas d'offre en fait. C'était les gens, ils m'appelaient, je disais tu veux quoi ? Je disais, ok, on va faire ça, est-ce que ça te va? Combien? Ok, on fait ça. Et là, comment tu construisais tes coûts? C'était en fonction du temps passé, j'imagine? Ouais, ça a été hyper aléatoire. Au début, le produit que j'avais vendu à Amélie, on en revient à Amélie, c'était 5 séances à 990 €. Ok. Donc 5 séances pour construire ta marque personnelle, pour faire ton pitch de vente, pour créer ta newsletter, pour faire tes posts. 5 séances de combien de temps? 5 séances d'1 heure. Ok. À l'époque. J'ai vendu ce produit une fois à 990, je l'ai vendu en DM, en message, à l'écrit. J'ai fait, ah ouais, c'était facile, enfin c'était entre guillemets facile, j'ai pas eu de friction. Moi je suis commerciale, donc si j'ai pas de friction, c'est que c'était pas assez cher. J'augmente le prix de ce produit, je le passe à 1005. Pareil, je le vends 2 fois à 1005, je me dis bon, c'est bien passé. Je l'augmente à 1008 et aujourd'hui c'est un produit qui vaut 3000 €. Ok. Donc
j'ai vraiment fait l'escalier, essayer d'augmenter progressivement mes prix. C'est toujours la même chose, 5 séances d'1 heure. Alors, maintenant, j'ai amélioré le produit. Donc, il y a 5 séances d'1 heure. Mais avant ces 5 séances, tu as un programme email dans lequel tu as des vidéos avec des exercices. Voilà, exactement. Okay. Tu passes 5 séances avec moi et après, tu as aussi du temps. Et en plus de ça, tu as la hotline de Nina. Donc, c'est un produit que j'ai amélioré. Okay. J'ai amélioré l'expérience autour, mais ça reste le produit premium. Voilà, globalement, j'ai surtout des dirigeants dessus. Et sur du copywriting, tu leur apprends à bien rédiger leur mail et aussi leur post LinkedIn. Exactement. Il y a des posts LinkedIn, il y a des newsletters, et des pages de vente. Voilà. Donc ça, c'était mon premier produit à l'époque. M'a dit vend. Je me suis dit à moi-même, on m'a dit, mais en fait c'est la Nina manager qui a dit, Nina qui produit, vend. J'ai vendu. Donc là en 3 mois. Premier mois j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Et à partir du deuxième mois je suis montée à 15 et après là aujourd'hui je suis encore à 20 tous les mois quoi. Ok. Donc mais à l'époque c'était un produit qui me prenait beaucoup de temps. C'était un produit uniquement dédié, enfin c'était un produit uniquement dépendant de mon temps. Ouais. Donc ça c'était mon premier trimestre. Deuxième trimestre, ça a été le trimestre de la productisation. Parce que, alors là, je te l'ai raconté a posteriori en disant que maintenant, c'est un produit qui est structuré. Mais à l'époque, je vendais des séances, parfois à l'unité. Ouais. Donc, c'était compliqué parce que je perdais du temps en commercial, etc. Et donc là, pendant ce trimestre-là, c'était le trimestre de la productisation. C'est-à-dire que j'ai productisé ce produit de coaching en 5 séances. Je l'ai amélioré. Et j'ai aussi créé un deuxième produit. D'accord. Comment tu le productises dans la mesure où tu as toujours ces 5 séances de coaching qui te demandent d'être présente pendant 5 fois 1 heure? Ouais. Comment tu fais? Alors, il y a les à côté, déjà. Le programme email qui permet que les gens viennent. Quand les gens viennent chez moi, ils accèdent à un Notion. Ok. Donc ça, tu vois, c'est des petites choses qui te permettent, toi, de plus repartir de zéro à chaque fois que tu refais une séance. Donc ta séance qui t'a coûté 1 heure en temps, à mon lancement, elle me coûtait 2 heures en réalité, parce qu'il me fallait 1 heure de préparation et 1 heure de délivrer. Productiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'as déjà fait ton heure où tu prépares, parce que ta préparation est déjà faite, tu sais que tu peux la transposer facilement, et donc ton coût de formation, ton coût à la séance, au lieu d'être de 2 heures, il est plus que d'1 heure. Donc c'est des séances c'est 5 séances d'1 heure, mais en réalité ça me coûte à 10 heures à produire, et aujourd'hui ça ne me coûte plus que 5 heures. Et productiser, pourquoi? Parce que tu délivres aussi une expérience, tu délivres une meilleure expérience. C'est pas parce que ça dépend encore de ton temps que c'est pas un produit. Mais un produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire cadré, que tu sais tes marges dessus, que tu sais tes coûts dessus, que tu as des supports. Et ça, pour moi, c'est déjà un niveau de productisation qui est largement plus qu'au début, je fais « Hey, salut, tu veux une séance de coaching? Ouais, vas-y, tiens !» Et juste on parle, quoi. Donc voilà, c'était déjà un niveau supérieur. Et après, il a fallu faire ce qu'on appelle scaler. C'est-à-dire que un produit comme ça, je pouvais en vendre, je sais pas moi, 6 par mois, imaginons, pour faire 6 heures de coaching par semaine. Mais au bout d'un moment, en fait, tu arrives à ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que tu satures. Et comment tu fais pour augmenter ton chiffre d'affaires quand tu as saturé? Donc soit tu augmentes tes prix, ce que j'ai fait. Deuxième option, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une cohorte. Cohorte, c'est quoi? C'est un groupe. Au lieu de prendre une seule personne en individuel, je prends 20 personnes. Qui payent forcément moins cher. Qui payent moins cher. Et donc, ce premier produit, j'ai vendu toutes les places. Donc, c'était uniquement dédié à LinkedIn. Parce que quand tu es en groupe comme ça, tu peux pas parler de newsletter. Non, c'est sûr. De LinkedIn. Tu es obligé de prendre un plus petit segment. Et donc là, les places sont parties super vite. Et donc, ça a été mon deuxième produit. D'accord. Je l'ai vendu. J'ai fait une promo qui a super bien marché. La deuxième promo, en une journée, j'ai vendu toutes les places aussi, les 20 places. Et ça a fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Bon, tout ça, c'est très bien, mais ça entraîne encore de la présence de Nina Ramen. Ça entraîne encore de la présence de Nina. Ça ne résout pas le problème de tes 4 mois d'absence à venir. Voilà. Mais un peu plus déjà. Parce que en fait, ce qu'il faut voir, l'astuce un peu qu'il y a derrière, c'est que le contenu que j'ai produit en one-to-one avec les gens, c'est ce contenu-là que j'utilisais après pour faire mes lives pendant ma cohorte. Donc finalement, tu réutilises, c'est ça où c'est intéressant, c'est que tu mutualises les coûts de production et que quelque part, quand tu te retrouves, tu repars moins de zéro. Alors comment tu les réutilises avec ta cohorte? Alors, tu rediffuses pas une séquence passée? Non, mais tout mon template de présentation est fait, mon contenu est fait. Parce que le coût de créer du contenu n'est pas de zéro.
Ouais. Non, c'est sûr. Et ouais, j'imagine aussi que tu t'appuyais sur les questions, les retours que te faisaient tes précédents élèves pour l'intégrer. Du coup, ça générait moins de questions. Et donc là, comme ça, tu gagnes du temps. Ouais, okay. Toutes les questions que j'avais en individuel, je les prenais et je documentais. Ouais. Mes coachings ne me servent pas que à générer de l'argent. Ils me servent à générer du contenu. Et c'est là où, quelque part, tu récupères aussi quelque chose en plus que de l'argent qui te sert derrière à ce qu'on appelle... tu produis, t'es payé clairement pour produire ton produit en fait. Et ça c'est assez cool. Donc là on est arrivé à un niveau de scale deuxième niveau de scale qui m'a permis de facturer plus cher mon temps. Et dernier niveau là c'est la formation en ligne. Donc là c'est j'ai vendu, créé, tourné ma formation en un mois. En mode un peu masterclass, c'est ouais, ça en mode masterclass, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vendue avant de la créer. Ouais. Donc, j'ai une base email de 6000 personnes. Et donc, j'ai demandé aux gens, demain, si je sors un produit, est-ce que tu l'achètes, oui ou non ? J'ai eu 200 oui. Ok. Sur ces 200 oui, j'ai dit, ok, tu m'as dit oui. Combien ? Combien ? Non, tu demandais j'avais pas fixé le prix. Si, j'avais fixé le prix. Tu veux quoi dedans ? Ok, tu veux ça, donc j'ai récupéré, j'ai pris des retours, j'ai construit la formation. J'ai dit ok, maintenant tu l'achètes. et comme ça, j'ai vendu 150. J'ai fait 150 ventes, ouais, exactement, avant d'avoir produit une seule vidéo. Ok. Donc là, c'est le fameux produit, du coup, où ta présence live n'est plus nécessaire. Exactement. Je me suis retrouvée avec 150 personnes qui attendaient un produit qui devait sortir 2 semaines après. J'avais 2 semaines pour tourner. Bon, le contenu, je l'avais déjà, mais j'avais 2 semaines pour tourner, le mettre en ligne, vérifier que tout aille bien, automatiser, onboarder les gens. Et quand t'as ça, en fait, pendant 2 semaines, tu chômes pas, quoi. T'as un peu la pression, en fait. Quelle plateforme t'as utilisée pour la masterclass ? J'ai utilisé Schoolmaker. D'accord. Qui est le produit de Stan Leloup. Ouais. Qui est ultra bien, que j'ai adoré. Très bon podcast aussi, hein, Stan. Ouais. Que j'ai adoré son produit. Ok, Schoolmaker. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'avais vendu mon produit avant quoi que ce soit. J'ai fait à peu près. Pour le tournage des vidéos, t'étais autonome, tu t'appuyais sur un prestat. Une vidéaste. Ok. J'ai pris une vidéaste. J'ai un coût de production qui est à peu près de 3500 €. T'as produit combien de vidéos ? Elle m'a produit, ça devait être une trentaine de vidéos de 5 minutes. C'est des trentaine de modules, ouais. Ouais, c'est des formats très courts. Ouais. Moi, je veux un format très court, très impactant. Ouais, c'est épisode. C'est un épisode de 5 minutes, tu repars avec ton truc et t'as envie de regarder le suivant. Et le modèle de Schoolmaker, ils te prennent un petit cut sur tes ventes, j'imagine ? Non, c'est tous les mois, c'est 99 € par mois. Ok, quel que soit ton volume d'affaires. Tu vas que jusqu'à 500 membres, comme ça. Ok, et après ? Et après, je sais pas, je suis pas dépassé 500 membres. 500 membres 500 apprenants. Actifs ? Ouais, actifs. Ok, en même temps ? Ouais. Ok. Bon, intéressant. Donc là, c'est bon, t'es paré à partir en accouchement ? Voilà, exactement. Là, ce que j'ai fait, c'est que il faut encore, même s'il y a un produit est créé, il suffit pas qu'il y ait un produit. C'est comme l'histoire de l'hôtel et de Las Vegas. Ouais. C'est qu'il suffit pas d'avoir un produit pour que les gens ils l'achètent. Il faut aussi les amener sur ce produit-là. Et donc là, moi, j'ai un entonnoir qui est LinkedIn où je produis des posts 3 à 4 fois par semaine. Ensuite, ces gens-là tombent dans ma newsletter, qui est une newsletter où je parle de copywriting, je donne beaucoup de contenu gratuit. Ouais. Et ensuite, dans cette newsletter, ils basculent sur mon produit de formation. Donc, c'est un entonnoir qui est assez classique. Le haut, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok. Bon, voilà, il y a plein de manières de le faire. La newsletter, c'est créer du lien individuel avec la personne, aller renforcer, en fait, cette relation. Et derrière, après, c'est produit de vente, achète le produit, quoi. On va faire un petit focus sur LinkedIn, c'est ton réseau de prédilection. 3-4 posts par semaine, certains posts chaque jour. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? C'est pas forcément nécessaire de publier chaque jour, hors samedi, dimanche, hein, bien sûr. Plus on te connaît, plus on t'aime. Ok. C'est un peu comme dans la vraie vie. Donc plus on publie, mieux c'est ? Donc dans l'idéal, si tu pouvais, tu en ferais 5, quoi. Ouais. Okay. À un niveau de qualité égal, ouais. En fait, après, le problème, c'est que tu perds en qualité et derrière, il faut que tu as des clients à servir. Donc, c'est cet enjeu-là, mais c'est un peu comme dans la vie. Tu es beaucoup plus attaché, tu as beaucoup plus de choses à dire à ton pote à qui tu parles tous les jours qu'à ton oncle que tu vois une fois par an, tu vois. Ouais, bien sûr.
Je vais partager avec les auditeurs ton hit post, et non pas ton shit post, ton hit post LinkedIn. C'est une petite liste de 10 conseils qui a cartonné. Je me demande si c'est pas le post qui a généré le plus d'engagement, tu vas me dire. Alors numéro 1, les gens oublieront ce que tu as dit, mais ils se souviendront de comment tu les as fait se sentir, mais de l'émotion, joie, colère, dégoût, reconnaissance, peu importe. T'es d'accord avec ça? C'est toi qui l'as écrit de toute façon. Toujours d'accord avec moi-même. Je vais pas te demander de réagir à chaque point parce que ça va être hyper long. Point 2, écris même si tu trouves ça nul. L'inspiration vient avec l'écriture, pas le contraire. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'imagine les cours Florent t'ont appris aussi. Ne prête pas attention à l'opinion que tu peux avoir de toi-même. Vas-y, fonce. Ouais, et puis en fait, si t'attends d'avoir une idée pour écrire, quand c'est ton métier d'être créateur de contenu, tu ne peux pas dire que j'ai pas d'inspiration, il se passe quoi. Non, c'est pas tu possible. vas arriver, et même si c'est pour un sponsor, tu vas dire quoi? Tu vas je me suis levé ce matin, j'ai pas d'inspiration, je peux pas faire ton post. Non, ça marche pas, tu vois. Ton message doit être compris par un enfant de CP. Enlève 10% à chaque relecture. Si t'as l'air ridicule en lisant ton texte à haute voix, c'est mauvais. Résume ta pensée en une phrase et mets-la au début ou à la fin. Alors ça, on l'a vu, hein. On le voit beaucoup sur LinkedIn. Utilise un maximum de mots de moins de 3 syllabes. Ok, alors raconte ça explique. Ça, c'est une exagération. Les gens m'ont pas mal taclé là-dessus. L'idée, c'est exagéré, mais les mots 3 syllabes, c'est quoi? C'est utiliser les mots les plus simples possibles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu vas utiliser des mots compliqués, tu vas passer pour un expert et donc du coup tu vas être reconnu. Non, c'est l'inverse. Plus tu vas permettre aux gens de comprendre simplement ce que tu fais, et plus en fait, plus tu vas être reconnu. Ils vont te suivre et ils vont être tes références. Donc voilà, c'est un peu la caricature. Les mots de 3 syllabes, mais l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire n'utilise pas des mots trop compliqués. Les gens ont tendance à utiliser des mots trop compliqués et c'est un peu pour faire un effet de marqueur. 8. Reste simple. Les meilleures phrases, c'est sujet, verbe, complément. 9. Parle de ce que tu as appris. Et 10. Structure ton post comme un roman d'Harry Potter. Qu'est-ce que tu combats? Qui sont tes alliés? Quelles sont tes péripéties? Et quel est le dénouement? Exactement. C'est bon, génial. Enfin, il n'y a rien sur les emojis. Ça, c'est marrant. Parce que, les emojis, c'est un peu... En fait, il y a 2 manières de voir LinkedIn. Il y a 2 manières de voir des conseils sur LinkedIn. La première, c'est de te dire que tu vas vouloir aller dans le sens de l'algorithme, que tu vas vouloir des hacks, tu vas vouloir des raccourcis, que tu vas vouloir un peu les techniques qui marchent et qui vont vite. Le problème de ces techniques, c'est qu'elles se périment rapidement. Donc, moi, je parle rarement, jamais d'algorithme. Je vais jamais te dire fais des sondages, je vais jamais te dire tel format marche plus que tel format. Par contre, je vais vraiment te dire connais ta communauté, comprends ta communauté, et c'est l'enjeu de tous les créateurs de contenu d'ailleurs. C'est toujours des gens qui sont très dans leur communauté, beaucoup plus que dans... Ce que tu veux dire, c'est que là, ces 10 conseils-là, ils peuvent passer tous les changements d'algorithme de LinkedIn parce qu'ils vont créer de l'engagement et une connexion émotionnel avec le lecteur. Exactement. Imaginons que demain, LinkedIn trouve un algo qui repère justement des posts LinkedIn qui sont un peu finalement tous construits de la même manière avec cette fameuse punchline au début et puis cette manière de jouer aussi sur la connexion émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, toutes les histoires sont basées sur des connexions émotionnelles. La Bible est une suite d'histoires. Oui. Les alliés, ce que je dis là sur les alliés, sur la quête, sur le combat, en fait, il y aurait plus d'humanité s'il y avait plus d'histoire. Bon, la Bible, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce que c'est un bouquin qui a beaucoup perdu en popularité quand même, au fil des années. Non, mais la question aussi, c'est aussi non, mais pourquoi les histoires? Parce que c'est un excellent moyen de faire passer un message et de faire en sorte que les gens le retiennent. Voilà, c'est ça en fait que je voulais. Mais est-ce que tu crois pas qu'à un moment il y a une limite dans ce que les membres utilisateurs LinkedIn peuvent encaisser comme message émotionnel sur la plateforme, tu vois? Est-ce que si tout le monde se met à écrire de cette manière-là, qui est très efficace, encore une fois, c'est pas une critique sur la forme, d'ailleurs c'est pas une critique du tout, c'est juste une question, c'est, tu vois, si quand tu déroules ton feed LinkedIn, tu n'as au final que des messages comme ça, est-ce qu'au final, au global, ils vont pas perdre en efficacité? C'est des techniques, le copywriting est utilisé depuis
je sais pas si tu connais la série Mad Men. Ouais. Ouais, voilà. Bah, c'est des années 50, ça reste du copywriting, ça reste des écritures de vente. Donc, si tu veux, il y a pas de moment où le copywriting est une technique. Il y a juste comment est-ce que tu crées des connexions avec les gens, comment est-ce que tu transmets des valeurs au travers d'une histoire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, si ton sujet, c'est de dire, est-ce que les gens... le fait de mettre des émotions dans LinkedIn, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de mettre des émotions. Pourquoi ça pose problème ? Pose problème à certains. Parce que LinkedIn est une plateforme dite professionnelle, contrairement à Instagram, Facebook, etc. Et donc l'enjeu, c'est de dire quelle est la place de l'émotion dans l'environnement professionnel, au final. C'est ça. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, au final. C'est pas ça le vrai sujet. Oui. Après... sur certains membres de LinkedIn sont peut-être moins ouverts je sais pas, émotions compatibles, on va dire. Ils préfèrent peut-être de l'info brute délivrée comme ça. Voilà. Non, j'en sais rien. En fait, c'est une question ouverte. J'ai pas vraiment la réponse, tu vois. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là de se dire LinkedIn est une plateforme entre guillemets professionnelle. Quelle place on laisse à l'expression des émotions, au même titre que quelle place on laisse à l'expression des émotions dans l'environnement professionnel. À quel point on s'autorise à créer du lien avec ses collègues, avec son boss, à quel point on partage des sujets. Moi, je partage des sujets, je suis assez engagée sur le combat des femmes, donc forcément, je lève des tabous, notamment le tabou des fausses couches, de comment tu vis une fausse couche, etc. À quel point ça peut impacter ton environnement professionnellement, parce qu'en fait, tu rentres d'une semaine d'arrêt parce que tu as fait une fausse couche à 3 mois, c'est pas dingue. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au mois d'août. Pas à 3 mois, mais voilà, tu vois. Donc, tu as vraiment ce truc-là de à quel point, en fait, tu as envie de ramener ces sujets sur LinkedIn qui sont un environnement professionnel. Ouais, bien sûr. Et donc là, on parle même plus de technique de copywriting, on parle de débat, d'idées idéologiques sur à quel point on a envie de rapporter ces sujets dans l'environnement professionnel. Et ça, je pense que c'est un premier enjeu. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est... moi, je donne pas de template aux gens en disant, tiens, c'est le template magique, réutilise ça, ça va marcher sur tes posts. J'ai jamais fait ça parce que je sais pas le faire, c'est pas ma compétence, je sais pas le faire, et je pense que ça marche pas. Pourquoi ? Parce que tu enseignes aux gens en leur apprenant à pêcher. Moi, j'apprends aux gens à pêcher. Je leur donne pas du poisson. Ok. Tu vois, c'est la différence. Ouais, bien sûr. Donc, je vais leur enseigner à créer des posts, ce qui fait que dans ma manière d'enseigner, il y en aura pas deux pareils. Donc, il n'y a pas de template déjà que tu peux faire, prendre et coller. Par contre, ce que je leur dis, c'est mets de l'émotion parce que tu vas créer des connexions avec les gens, parce que c'est important, parce que c'est comme ça que tu vas faire passer une histoire. Et d'ailleurs, quand on parle des grandes marques, elles ont toute une histoire. Quand tu prends Respire avec Justine Hutto, elle a une histoire. Quand bien tu sûr. Parles de même McDo, même Coca-Cola, enfin, tu vois, les grandes marques ont une histoire. Donc voilà, ce que j'essaye un peu de pousser les gens à faire. Mais souvent, dans le point commun de ces histoires, c'est que souvent, soit elles se finissent bien, soit il y a une morale ou un enseignement à tirer, tu vois, et qui fait que tu sors vers le haut de déboires qui peuvent t'arriver. Mais la vie, c'est pas tout le temps ça aussi. Tu vois, il peut y avoir des gens qui ont des vraies galères au boulot et qui s'en sortent pas. Et on voit pas de messages comme ça, tu vois, parce qu'on est alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup LinkedIn aussi, hein. C'est l'un des réseaux sur lesquels je passe le plus de temps, sans doute. J'y trouve beaucoup de choses intéressantes, voilà. Mais c'est vrai que tous les partages des utilisateurs sont toujours positifs, quoi. C'est un peu le monde des bisounours. Bah, là, je pense qu'il y a un biais. Je pense qu'il y a des histoires négatives qui sont racontées, mais il faut savoir qu'on a l'algorithme qu'on mérite. On a l'algorithme qu'on mérite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu vois beaucoup d'histoires qui se terminent positivement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'engagement autour de ces histoires. Ouais. Peut-être qu'il y a le même nombre d'histoires négatives qui sont racontées, mais comme les gens s'engagent davantage sur des histoires qui se terminent bien, s'engagent davantage, ça veut dire mettre un like, mettre un commentaire, donc envoie un signal positif à l'algorithme qui va pousser ce post et qui va être de plus en plus vu. Donc peut-être que la même quantité d'histoires positives et négatives sont racontées, mais peut-être que les gens préfèrent les histoires qui finissent bien, et donc au final que toi tu ne vois plus que les histoires qui finissent bien. C'est un biais.
Et c'est fou aussi les différences qu'il peut y avoir d'une plateforme à l'autre. J'ai reçu Adam Bross, youtubeur culture, lifestyle, que j'apprécie, que je salue. Et donc lui, il parlait juste sur YouTube, parce qu'il était très expert de YouTube, il parlait d'un biais de négativité. Ce qui marchait sur YouTube, c'était comment je me suis coupé une jambe, voilà comment j'ai failli mourir, il échappe à la mort à bord d'un train, enfin voilà, ça c'est des trucs qui cartonnent. Et les messages un peu positifs sur YouTube, ça marche pas du tout. Comment on peut l'expliquer ça ? Alors sur LinkedIn, tu as souvent les messages négatifs marchent. Il y a ce même biais de négativité, mais ce qui change, c'est qu'à la fin, ça finit toujours bien. C'est ça. Je sais pas si sur YouTube, à la fin, ça finit toujours bien. J'ai perdu mon job, je suis quasiment SDF, je suis à la rue, j'ai divorcé, j'ai pas eu la garde de mes enfants. Mais ce que je vais tirer quand même de positif de cette affaire, c'est la résilience. Et voilà, ouais, c'est ça. On peut toujours remonter la pente. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Ouais, clairement. Clairement, c'est une vraie caricature de... Je suis assez d'accord, mais je comprends ce que tu dis et je suis pas hermétique à ça, je le vois. Et comment je l'explique ? Je l'explique aussi que sur LinkedIn, il y a une espèce aussi de culture. Il y a une culture LinkedIn qui est on se montre, on parle de positif et comment j'ai réussi ça et comment j'ai surmonté ça. Et je suis d'accord avec ton observation. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait au début. C'est vrai qu'on est dans une société ou dans certaines entreprises où on a la prime à celui qui sait bien se vendre et qui fait un feu d'artifice avec un micro-accomplishment. Qui sait raconter son histoire. Qui sait raconter son histoire. Bien sûr. Et bon, on est sans doute dans cette lignée avec ce qu'on vient de se dire là. Exactement. C'est sûr qu'on ne va pas intervenir devant tous ses collègues en disant voilà, j'ai fait une presse à un client, elle était complètement foirée, ma presse était claquée au sol. Et c'est un client qu'on verra plus jamais. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. On va boire un coup, ça marche pas. C'est clair. Ouais, c'est totalement ça. Et c'est un vrai enjeu de à quel point tu sais marketer. Mais tu vois, il y a autre chose aussi, c'est que on voit le fait de marketer son histoire, une histoire, même négative, on voit le fait de la marketer comme étant négatif. Le marketing est vu comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire ce n'est que du marketing. Alors qu'au final, même à l'échelle d'une entreprise, savoir marketer son travail, c'est très important. Je m'explique, je pense qu'une des meilleures compétences que j'ai eues en tant que salarié, ça a été de surcommuniquer. Je pense que j'ai rapidement compris ce qu'on disait sur le fait que les gens qui étaient récompensés étaient ceux qui parlaient le mieux. Et donc, j'ai très rapidement compris qu'à mon manager, je lui faisais, sans qu'il ne demande rien, des reportings tous les lundis. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait, voilà ce que je vais faire cette semaine. Il y a certains qui verraient ça comme la survalorisation, quelqu'un qui se la pète, qui vient aller parler de son travail, raconter, machin, alors que c'est juste ton travail. Tu veux qu'on te dise quoi ? Tu veux qu'on te dise bravo ? Ouais, mais en fait, oui. Et donc, tous les lundis, je faisais ça, et c'était mon manager à l'époque, et il m'avait fait un feedback en me disant, mais c'est tellement reposant, en fait, d'avoir ce retour d'information. Et donc, parfois, c'est pas de la survalorisation. Enfin, parfois, il y a aussi cet effet-là de se dire que dire ce que tu fais, c'est pas survendre, c'est aussi juste communiquer sur ce que tu fais. Et même à l'échelle de ton manager, bon c'est cool, mais même à l'échelle de l'entreprise, c'est important parce que tu ne perds pas d'informations. Oui, tu mets les autres dans les meilleures dispositions pour prendre les bonnes décisions. C'est ça. Cela dit que ça, après là tu parles d'une communication interne, privée. Et si on met ça à l'échelle, si on met ça à l'échelle de LinkedIn, ça veut dire quoi ? Notamment communiquer sur, je te dis n'importe quoi, moi, sur ton chiffre d'affaires et sur tes prix par exemple. C'est un débat qu'on a eu souvent, c'est un enjeu qu'on a, c'est pas un débat parce qu'on est d'accord avec Thibault Louis, sur lesquels on échange beaucoup. J'adore. Ouais, bon, moi aussi je l'adore. En gros, on communique, on est tous les deux très transparents. D'ailleurs, comme j'ai été là dans le podcast, tu vois. Mais ça, c'est quel intérêt ça ? C'est-à-dire que si on est tous très transparents, si nous, on dit combien on facture, ça permet quoi ? Ça permet aussi aux autres de se référencer, de se benchmarker, de se donner le courage de facturer plus. Et au final, tu récupères un peu le pouvoir parce que toi, tu n'es qu'un prestat. Tu n'es qu'un prestat en fait. Donc ton client, il a moins de pouvoir, enfin entre guillemets de pouvoir. T'as un peu le truc, le client roi, le freelance qui est parfois pas forcément super bien traité. Et donc aussi le fait de communiquer te donne un pouvoir de groupe. C'est vrai. Et c'est ça en fait que je veux dire, ce que je te disais à l'échelle d'une entreprise, plus tu vas communiquer d'informations et plus tu vas
diffuser et mettre tout le monde au même niveau d'information. Et c'est un peu la même chose, moi, que je fais sur LinkedIn. En tout cas, c'est de la manière dont je vois les choses quand je raconte, moi, mes histoires, en disant, voilà, en fait, comment j'ai vécu, comment j'ai lancé ma boîte en même temps que j'ai eu un enfant, voilà, j'ai fait ça, et je documente. Et après cette documentation, je me dis que ça peut servir à d'autres gens et que quelque part, tu permets au monde et aux autres, à tes pairs, c'est vrai. de progresser. Et c'est ça que je trouve cool, en fait. Ouais, c'est vrai. Nina, on va introduire dans ce 10e épisode une séquence inédite. On va jouer. Je vais te lire des posts LinkedIn. Tu vas me dire si c'est des vrais posts ou des faux posts. Énorme. Okay. Énorme, ouais. C'est parti. Il y a 30 jours, j'ai pris une décision qui a changé mon quotidien. J'ai commencé à faire mon lit tous les matins. Étant plutôt indiscipliné, je suis par exemple capable de laisser des vêtements et de la vaisselle s'accumuler partout. Manquer d'autodiscipline m'a aussi joué des tours dans ma vie pro et dans les projets perso. Un vrai truc sur lequel je dois travailler, en gros. Je l'ai avoué à un ami, il m'a expliqué qu'il faisait son lit tous les matins et m'a conseillé de faire pareil. Ça prend 1 minute, je me suis filmé pour lui montrer, fièrement, que je m'y tenais. Après 35 jours, quelque chose a changé. Ma vaisselle est faite, mes vêtements ne traînent plus et je dois faire moins d'efforts pour compléter mes tâches ennuyeuses. En plus, c'est un vrai kiff de rentrer chez soi en sachant que son lit est fait après une dure journée. Il y a un livre sur le sujet, Make Your Bed. Je vous en dirai plus une fois l'habitude de lire tous les jours mise en place. En attendant, je me sens inarrêtable avec cette nouvelle habitude et j'ai envie d'en mettre d'autres en place. Ça vous dirait que je documente le process via une newsletter ? Si oui, rendez-vous dans le premier commentaire. Hâte de voir ce que les autres habitudes vont pouvoir générer comme changement. Vrai ou faux ? Je pense que c'est un vrai post. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un vrai post ? C'est un vrai post parce que cette histoire de faire son lit, d'habitude, j'ai déjà entendu quelque part. Ok. Le fait de faire son lit, mais ce qui me fait douter, c'est que c'est tellement caricatural et en fait c'est trop marrant parce que tout y est, quoi. Le lien en premier commentaire, j'ai tiré ça. Donc la première phrase, il y a 30 jours, j'ai pris une décision qui a changé mon quotidien. Voilà, c'est ça. Donc je trouve que c'est un vrai post. Ouais. Bravo Nina, bravo. Allez, le deuxième. Je n'aime pas danser. Je me sens mal à l'aise. Je préfère être dans la jungle face à un serpent mortel. Hier, on m'a proposé un cours de bachata. Ulysse. J'ai répondu « No, thanks, not for me ». Et puis je me suis souvenu du message que j'essaye d'incarner, dépasser ces barrières mentales. Je me suis dit « Comment tu veux inspirer les gens à se lancer si tu n'es pas foutu d'aller à un cours de danse ?» Alors j'y suis allé, j'ai eu peur, je n'étais pas à l'aise et j'ai kiffé. J'ai même enchaîné avec un cours de salsa. J'ai envoyé mes meilleurs pas, j'étais à fond. Pour lâcher prise, je me suis dit « Ok, tu fais des millions de vues sur LinkedIn, c'est pas une remarque qui va te faire peur. » De toute façon, ils ont tous été débutants. Au pire, tu ne les reverras jamais. Bon, j'en ai peut-être fait une montagne. Et évidemment, l'environnement était très bienveillant, bien plus que sur LinkedIn. Chaque partenaire essayait de m'aider au mieux, de me mettre à l'aise. Conclusion, je me suis trompé toute ma vie. J'aime danser. J'avais juste peur du regard des autres. Intéressant. Alors, non seulement c'est un vrai post, mais je sais qu'il a écrit. C'est un élève à toi. Non, c'est pas un élève à moi. C'est un vrai post. C'est Ulysse. Ulysse qui a une chaîne YouTube sur comment dépasser ses barrières mentales. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur la danse parce que, tu vois, il y a plein de gens qui disent, moi, quand je bois de l'alcool, je danse mieux. Ou j'arrive à danser que quand je bois de l'alcool. Ça change leur perception, en fait. Ouais, et en fait, tu vois, ça te montre cette relation qu'on a, qui est une construction, finalement, de la société, de « Ah ouais, je danse, je suis pas à l'aise. » Et à quel point, en fait, finalement, tu te bloques. Enfin, pardon, vas-y, okay. Je te laisse faire le troisième. Troisième. Il y a 4 ans, j'intégrais l'agence de communication digitale Graines de Buzz, basée à Bar-le-Duc, en tant que responsable ID. En 1,5K jours, nous sommes passés de 2 à près de 900 collaborateurs. Comment ? En travaillant 7 jours sur 7 et en sous-payant nos salariés ? Oui, mais pas que. Graines de Buzz, c'est avant tout un mélange de créativité, de talent et d'humour. La meilleure marque de pâte à tartiner ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et l'inoubliable ? T'as pas trouvé de stage ? Non mais allô quoi ? C'était signé qui ? Graines de Buzz, évidemment. Rendez-vous les 16 et 17 octobre au Grand Congrès du Marketing à Charleville-Mézières pour vous parler de nos dernières trouvailles. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui t'a fait douter ? Qu'est-ce qui m'a fait douter ? À un moment, t'as dit on est passé de temps à tant de salariés en peu de temps. Ouais. Enfin, tout paraît surfait, surjoué et ouais, ça me paraît pas cohérent. La semaine dernière fut particulièrement productive pour moi et donc pour mon entreprise. D'abord, mon fils de 7 ans a prononcé son premier mot. Papa, maman, vous n'y êtes pas. Il a dit e-learning. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ensuite, ma femme a annoncé qu'elle me quittait pour un membre du conseil de surveillance de Bonduel et au demeurant mon meilleur ami. Plutôt que d'exprimer ma colère, je lui ai répondu « Merci ».
Pourquoi ? Parce que c'est si rare de rencontrer des gens qui osent innover et casser les codes. Alors merci Jeanne, même si j'aurais préféré garder la table basse. Non, c'est faux. C'est faux. T'as un doute, hein ? Ouais, j'ai un doute quand même. Ouais, c'est faux. C'est faux, et ces 2 posts sont signés de Ronan Planchon, qui est un journaliste du Figaro qui me fait hurler de rire sur Twitter et qui épingle souvent aussi sur LinkedIn des posts un peu what the fuck. Ouais. Allez, encore 2 et on arrête, parce que je sais que c'est un peu long, même si c'est assez rigolo. Il y a une année, en février 2019, ma grand-mère décédait le jour où notre site établissait son record d'audience pour l'époque. En ce 31 janvier, mon grand-père s'est également éteint alors que nous venions de terminer le plus gros mois de l'histoire du site. Là où s'arrête une histoire, une nouvelle commence. C'est à la fois triste et magnifique. Repose en paix. Je pense que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il est incroyable ce post, non ? Ouais. Non, faire le parallèle entre la mort de ses proches et les performances de son entreprise, non c'est... Ouais, je trouve. Oui, c'est freaky, moi je trouve. Ouais, après, je pense que c'est un peu l'ambivalence de la vie. C'est parfois tu vis des trucs hyper cool et des trucs hyper pas cool, mais oui, mais évidemment. Mais ça... mais bon, là, à faire un parallèle. Ouais, c'est un peu capillotracté. Ouais, c'est un peu. Allez, The Last One. Je suis arrivé 2 heures en retard au travail parce que je n'ai pas entendu mon réveil le matin. Hashtag main sur le visage. La réaction de mon CEO: si tu n'as pas entendu ton réveil, ça signifie que tu étais fatigué. Dans 1 heure, dors 1 heure de plus le matin si besoin, pas de souci. Pour moi, c'est ça la différence entre un patron et un leader. Non seulement je sais que c'est un vrai post, mais en plus je sais qui l'a écrit. C'est Roxane chez Lemlist. Ouais. Et elle a pris une énorme shitstorm. Enfin, elle a pris je trouve que c'était très violent d'ailleurs. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce qu'on parle de l'aspect un peu, un peu caricatural de la Startup Nation, de tout est possible, etc. Et je fais des parallèles un peu bizarres. Mais le revers de ça, et notamment c'est ce que Roxane a vécu, c'est que avec ce post, elle a pris une shitstorm énorme, shitstorm, c'est-à-dire des gens qui sont venus, mais limite l'insulter, en fait, sur un post. Et je pense que ça mérite pas. De la même manière qu'il y a des groupes qui existent, les Nurshid LinkedIn, qui sont des groupes pour se moquer des gens de LinkedIn. Parfois c'est gentil, parfois ça l'est moins. Je pense que, et Roxane notamment a vécu ce truc-là. Elle a jamais pris la parole sur le sujet, mais je l'ai vu et puis je lui avais envoyé un petit message à l'époque. C'est vrai que quand on crée du contenu, on maîtrise pas derrière ce que ça va être. Il faut savoir qu'on teste beaucoup de choses nous en tant que créateurs. Et que qu'on maîtrise pas ce que ça va devenir après, et parfois c'est un peu compliqué, quoi. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé avec Roxane, je pense. Bon, et évidemment, c'est complètement exagéré de partir en insulte et d'être irrespectueux et désobligeant quand on voit ce genre de contenu apparaître sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est l'un des sujets que je voulais évoquer avec toi. Forcément, quand on crée du contenu, on s'expose. On a aussi des réactions négatives. C'est quoi, toi, tes tips ? Comment tu prends ces commentaires, ces réactions ? Qu'est-ce que ça te provoque chez toi ? Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, à tes élèves qui pourraient être confrontés à ça ? Je leur dis que c'est toujours plus facile de critiquer quand on est sur le banc des remplaçants. Et qu'en fait, tu auras toujours des gens qui vont... les gens qui produisent du contenu, c'est 1% des gens sur LinkedIn. Parce que ça demande, de la même manière que monter sur scène quand t'es au cours Florent, c'est comme se déshabiller sur scène. Et je fais vraiment ce parallèle parce que c'est exposer une certaine vulnérabilité. Quand tu dis la guerre c'est mal, bon, c'est plutôt neutre comme propos et tout le monde s'en fiche, et c'est le genre de propos qui ne crée pas d'engagement. Par contre, si tu dis moi je suis pour le revenu universel, tu es ce qu'on appelle skin in the game. Tu mets ta peau en jeu. Ta peau en jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as des gens qui vont être radicalement d'accord, des gens qui vont être radicalement pas d'accord, et tu risques d'être exposé à des choses. A fortiori, quand tu exposes ta vie privée, comme des gens le font, tu t'exposes encore plus. Donc ça peut être encore plus compliqué. De gérer des haters, de gérer des détracteurs. Et donc trois manières de réagir. La première, c'est tu réponds, tu supprimes ou tu ignores. Sur la partie tu réponds, il faut savoir que plus tu vas répondre à quelqu'un, plus tu vas lui donner ta visibilité. Bien sûr. Moi, sur mes posts, j'ai eu beaucoup de gens d'extrême droite. J'ai eu des... Enfin, moi, je fais des posts engagés féministes, donc t'as des hordes de masculins qui débarquent, des
un partisan d'Éric Zemmour. Enfin bref, j'ai eu quand même pas mal de choses sur ce sujet-là. Et c'est des gens à qui je voulais pas donner de la visibilité. Donc ces gens-là, j'ai fait le choix de pas garder leurs commentaires. Après, il y a des gens qui sont juste en débat d'idées et qui ont envie d'échanger. Et là, tu peux avoir des interactions qui sont intéressantes. Ok, je suis d'accord avec toi sur ça. Ok, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Et on avance, on évolue. Ou soit tu ignores, et dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Mais là où ça devient difficile, c'est quand c'est des gens qui s'organisent pour venir sous tes posts te lyncher. Et c'est là où ça devient violent, c'est que quand c'est une personne qui est pas d'accord ou deux personnes, c'est pas grave, tu vois, parce que tu sais que tu prends le risque d'être exposé. Quand ça vient en groupe, t'as un effet de meute, exactement, Et tu trouves que les fonctions de modération de LinkedIn sont adaptées ou pas forcément, qu'il faudrait les changer, les améliorer? Moi, je pense que j'ai vécu pas loin de ce qui était du harcèlement par une personne qui était sur LinkedIn, Publiquement ou elle t'envoyait des messages les deux. Qui notamment avait écrit des articles sur moi et sur sa ligne éditoriale. Moi, j'ai un symbole, c'est une fraise. Sur LinkedIn, c'est un peu mon emoji phare. Et elle s'amusait à faire des fraises écrasées sur ses posts. Qu'est-ce qui a pu générer tant de colère ou de haine? Moi, je suis quelqu'un de relativement clivante. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu portes des enjeux féministes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Bon. Et en plus, ça vient d'une femme. Donc, voilà. Et... C'est un vrai compte? Ouais, c'est un vrai compte. Et j'ai jamais eu de retour de la part de LinkedIn là-dessus. Elle a été signalée plusieurs fois et en fait, elle a commencé à s'attaquer aux gens de ma communauté. Parce que j'ai une communauté qui s'appelle Ramène ta fraise, dont on n'a pas parlé, mais qui s'est auto-créée autour du contenu que je faisais, qui a 2000 femmes. C'est un groupe non mixte, où c'est des femmes qui s'entraident à poster et à publier, c'est gratuit. Ça s'appelle Ramène ta fraise et en fait, elle se donne du boost, elle se donne des conseils et une fois par mois, on organise un live de partage d'expérience, etc. Donc c'est une communauté. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont dans Ramène ta fraise et cette personne-là a commencé à attaquer des femmes de ma communauté juste parce qu'elles étaient de ma communauté Ramène ta fraise. Et donc là, ça a été plus compliqué pour moi à gérer parce que je veux pas me défendre moi j'ai l'habitude parce que je suis exposée, mais on parle de personnes qui essayent, genre c'est déjà tellement dur de prendre la parole, c'est déjà tellement dur de s'exposer qu'en fait elle se retrouve à dire un truc et à se faire tacler derrière très violemment. Et en fait, si tu veux, moi, c'est frustrant parce que c'est vraiment l'effet inverse et c'est pour ça que je pense qu'elle a bien réussi. C'est l'effet inverse que j'essaie de créer. Moi, j'essaie de créer un mouvement de prise de parole, de dire tu peux être rien ni personne et prendre la parole et développer ton média et au pire, tu feras des conneries, c'est pas grave et tu t'en remettras. Mais porte ta parole, porte ta voix et surtout quand t'es une femme, parce qu'on le fait moins souvent que les hommes. Et en fait, elle crée le mouvement opposé qui est que dès que quelqu'un le fait, elle les tacle et c'est ça en fait qui est violent. Elle peut supprimer, tu peux supprimer un commentaire sous ton post de sorte que tu sais l'auteur du commentaire le voit toujours en ligne, mais tous les autres ne le voient pas. Non. Parce que tu as un truc comme ça sur Instagram que je trouve plutôt smart en fait. Trop bien. Non, il n'y a pas ça. Et Twitter, eux, ce qu'ils ont, je crois que c'est une extension qui te permet de bloquer la personne, mais toutes les personnes reliées à cette personne. Tu vois, de bloquer des chaînes de personnes. Parce qu'en fait la puissance de cette personne c'est qu'elle a une petite communauté pas énorme mais voilà et du coup elle envoie bien sûr sa communauté sur les posts des autres. Ce qui peut paraître étonnant c'est que bon autant sur Twitter tu peux agir sur pseudo et donc on sait qu'il y en a plein qui ont des doubles comptes et qui déversent leur haine avec leur compte fake ou leur deuxième compte on va dire. Autant sur LinkedIn, t'agis en ton nom. Si t'es pas indépendant ou entrepreneur, t'engages aussi la responsabilité, pas la responsabilité, mais l'image en tout cas de ton employeur. Donc c'est pas anodin, tu vois. Ouais, non, c'est pas anodin, mais après il y a des gens qui ont des propos qui sont ouvertement avec le nom de leur employeur. Ouais, en l'occurrence elle est chef d'entreprise, mais il y a des gens qui, et puis il y a des propos qui sont dits même dans l'espace public, dans l'espace publics et politiques qui sont pas condamnés. Donc, je veux dire, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois tu peux être violemment opposé, par exemple au féminisme, et rester dans un contexte, où c'est ok de dire ça, quoi. Donc, tu vois, c'est là où c'est là où ça devient. Mais après, ce que je veux dire, c'est que quand t'es une entreprise, t'as forcément un filtre idéologique parce que tu peux avoir des opinions
d'extrême droite, tout ce que tu veux. Après, tu as une réalité économique qui fait que ça veut dire que si tu es ouvertement d'extrême droite, je dis un exemple, pour une boîte, ça te coupe aussi des opportunités de business avec des clients qui veulent pas s'adosser à des entreprises d'extrême droite. Donc, mais on est dans un pays où... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent un peu des freins sur LinkedIn, forcément, tu vois. Alors, totalement d'accord avec toi, et c'est super intéressant comme discussion. Et en l'occurrence, je pense que l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que si tu as des opinions d'extrême droite ou ouvertement engagées, tu as aussi 30% des gens qui votent soit pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour. Donc a priori, de la sympathie. A priori, voilà, tu attires radicalement ces gens. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. À l'inverse, tu vois, moi, dans ma stratégie d'ISO, et c'est intéressant enfin, stratégie, même pas une stratégie, mais dans les opinions que je porte, tu pourrais me qualifier, je suis totalement woke, et c'est ça en fait d'ailleurs qui crée aussi la tension, mais c'est aussi ce qui crée les gens qui me suivent, qui sont très engagés avec moi parce que ils connaissent les valeurs que je défends. Une connexion particulière avec toi. Ouais, voilà, ils connaissent les valeurs que je défends, etc. Et du coup, l'engagement que je suis un peu un porte-drapeau de certains sujets, notamment sur l'engagement des femmes, la prise de parole, la démocratisation de la prise de parole sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà. Et donc, au même titre que tu peux te dire, non, je parle pas de politique parce que ça peut me couper des clients, à l'inverse, parler de politique, ça peut aussi attirer très fort d'autres clients et des gens qui seront, entre guillemets, fans, ou en tout cas qui sont très, très d'accord avec toi. Et ça crée dernière chose, ça te crée un écosystème de personnes avec qui potentiellement tu aimes bien sûr. Ça t'attire plus des clients idéaux, entre guillemets, de gens avec qui tu pourrais t'entendre dans la vie aussi. Moi, plutôt repousse l'extrême droite et ça m'arrange. Ouais, bien sûr. Après, moi, mon opinion, mon avis, c'est aussi que c'est très bien, je trouve, de créer ces communautés d'idées, de combats. L'enjeu est aussi de rester connecté au monde extérieur et de maintenir la communication aussi avec le monde extérieur. D'où ce que je disais tout à l'heure quand je te disais que quand il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, tu as aussi l'option de répondre et de communiquer. Dans le respect. Et d'ailleurs, les gens qui vont radicalement s'éloigner, moi, c'est les gens d'extrême droite. C'est pas les gens de droite, quoi. Tu vois, enfin, si tu vois, t'as aussi à quel point tu te sens repoussé par le truc, quoi. Si c'est épidermique, c'est sûr que de toute façon, ça va être compliqué de travailler ensemble. Après, ça reste des gens avec qui il faut communiquer. Ouais, complètement. Super intéressant comme sujet. On va bientôt conclure, Nina, mais avant ça, est-ce que tu as envie de partager quelques conseils à des podcasteurs qui ont envie d'utiliser LinkedIn pour faire la promo de leur podcast ou générer comment tu génères de l'engagement sur tes épisodes de podcast quand tu es sur LinkedIn? Ouais, super intéressant. Normalement, quand tu es podcasteur, tu aimes partager des choses, partager ton expérience, tu as toujours une valeur à apporter. Ton podcast, tu as forcément une idée principale de ton podcast. Une idée forte de ton podcast. Et cette idée forte, l'enjeu, c'est que tu vas pouvoir en faire un post LinkedIn. Donc, tu vois, quand tu as fait ton podcast, donc soit c'est ton invité qui a développé une idée, toi, ça pourrait être les 10 astuces d'écriture, voilà, etc. Ça pourrait être comment, en fait, on peut se servir, comment poster sur LinkedIn, c'est comme aller au cours Florence, et tu pourrais faire un parallèle là-dessus. Bref, il y a plein de mini-idées qu'on a dit dans ce podcast. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir réutiliser ce contenu. Tu n'as pas besoin de créer du nouveau contenu, tu peux réutiliser le contenu que tu as déjà créé en podcast et le transformer en post. Donc, tu prends une idée principale, et tu donnes 3 sous-idées que tu as développées. En général, les gens qui font des podcasts sont très organisés, savent créer du contenu. Donc, tu transformes ton épisode de podcast en post LinkedIn. L'avantage, c'est que si tu n'es pas très à l'aise à l'écrit, tu vas même pouvoir réécrire ou transcrire ce que tu as dit à l'oral. Et à la fin, tu mets un petit lien vers ton podcast en disant si tu veux la suite ou la suite de l'épisode, c'est par là. Et t'envoies les gens. Et si tu fais ça tous les jours sur tous tes podcasts, au bout d'un moment, les gens vont avoir envie de savoir la suite. La petite astuce en plus que j'invite les gens à faire, c'est à la fin de leur dire voilà ce que je t'ai pas dit dans ce post parce que
pas le temps, enfin, sans le justifier. Mais j'ai pas eu le temps de te parler de la 10e astuce, ou de la 9e, ou de la 8e, voilà. J'ai pas eu le temps ou de te parler des cours Florent et de l'enjeu des cours Florent par rapport à la création de contenu. Tu peux retrouver la suite dans cet épisode de podcast. Et là, tu fais de l'acquisition. Et tu peux avoir le meilleur podcast du monde. Encore une fois, si tu n'envoies personne dessus, donc 20% de création, 80% de promotion, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Et donc, tu as vraiment cet enjeu-là et moi, c'est ce que je fais sur ma newsletter. Mon média, c'est pas un podcast, c'est une newsletter, plutôt une newsletter sur laquelle je fais l'acquisition. Et une fois par semaine, je me force à envoyer des gens sur ma newsletter. Et cette technique qui consiste à mettre les liens en premier commentaire plutôt que dans le post, c'est quelque chose qui fonctionne ou c'est du bullshit, c'est du bullshit dans le sens où ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas mettre un lien dans le post, tu vas créer ce qu'on appelle de la dispersion. Quelqu'un qui va lire ton post, il va voir à la fin le lien vers le podcast, il va cliquer dessus. Il va se retrouver sur une autre page, il va potentiellement écouter le podcast ou ne pas l'écouter, mais il ne va certainement pas revenir sur LinkedIn pour aller liker derrière ton post. Donc il faut savoir que c'est pas un enjeu d'algorithme, c'est un enjeu de comportement, c'est-à-dire que si les gens, à la fin, tu les envoies sur un lien, ils vont partir et ils vont faire leur vie sur ce lien-là. Ils vont pas revenir liker. Donc, il faut savoir que tu crées ce qu'on appelle de la dispersion. Alors que si tu mets pas ce lien et que tu le mets en premier commentaire, ils vont d'abord passer sur le like, tu vois, chronologiquement dans la lecture. Ils vont liker et après, ils vont aller retrouver un lien en commentaire, parfois, c'est vraiment galère. Mais tu mets en premier commentaire ? Ouais, mais parfois le premier commentaire, tu peux épingler des commentaires ? Non, tu peux pas. Donc le premier commentaire, c'est pas celui qui remonte tout le temps. Donc tu vas perdre en clic versus si tu l'avais mis dans le corps du texte. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut toujours que tu aies en tête l'enjeu. Un post qui aura un enjeu d'acquisition sur ton podcast n'est pas un post qui aura un objectif de reach, de portée. Soit tu veux faire de l'acquisition sur ton podcast, tu veux que les gens cliquent sur ce lien, et dans ces cas-là, tu t'en fous de combien de likes tu as eu. Ce qui te compte, c'est le nombre de clics sur ce lien-là, effectivement. Soit ton objectif, c'est de faire du reach, et dans ces cas-là, tu as plutôt intérêt à ne pas mettre de lien, parce que tu veux que les gens likent ou commentent. Voilà. Mais il faut savoir que tu as ce double objectif. Vouloir du reach pour que ton épisode soit vu par un maximum de monde, et donc qui génère un maximum de clics. Dans l'idéal. Mais c'est ça qu'il faut. Les deux. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est dur d'avoir les deux parce que tu crées de la dispersion, tu crées de la fuite, ce qu'on appelle de la fuite. Très clair. Merci pour ce conseil, Nina, pour tous les podcasteurs. Ça marche aussi pour YouTube, d'ailleurs, j'imagine. Ça marche pour tous les liens externes. Ça marche pour tout. Nina, je connais ton projet à court terme, dans 4 semaines. T'attends un heureux événement. Encore une fois, félicitations. Et je compte sur toi pour m'envoyer des photos de ce magnifique bébé. Et donc 4 mois de pause. Donc t'as tout prévu pour que la machine continue à fonctionner sans toi ou quasiment. Je sais que t'as un projet de podcast. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. On pourra en parler aussi plus tard. Je reviendrai pour toi plus tard pour en parler, pour avoir plus d'informations à donner, parce que là on est à peu près au stade 0. Et puis j'ai hâte de voir aussi si tu lances ton podcast, comment tu le mets en avant pour que je puisse te prendre tes meilleures idées. Et au-delà de ça, tu as d'autres projets, tu vas te reconvertir, je sais pas, faire encore un gros virage à 180 degrés. Ouais, c'est possible. Je sais pas encore, je me laisse du temps pour réfléchir. Je me laisse ces 4 mois de congé maternité pendant lesquels j'ai un produit qui va tourner sans moi, j'ai 60 posts LinkedIn qui sont prêts, j'ai 20 newsletters qui sont prêtes. Enfin voilà, normalement c'est une machine qui devrait tourner sans moi, relativement sans moi, en tout cas minimum sans moi. Je vais bosser quand même encore un peu, mais pas énormément. Et je me laisse 4 mois pour voir ce que je fais. Voilà, je suis pas sûre que je resterai dans le copywriting, peut-être que je ferai autre chose, je sais pas encore. Mais je me laisse 4 mois parce que je pense aussi que l'arrivée d'un enfant, ça peut aussi reconfigurer. Je crois que j'avais vu. Complètement. Je regarde pas mal d'articles au sujet de la parentalité et de vidéos, et je crois qu'il y a un article qui disait que ça reconfigure ton cerveau. J'ai lu ça aussi. Mais vraiment, physiquement, ça reconfigure les connexions, que en fait ton monde est différent, et j'essaie de pas trop me projeter et de me dire on verra ce que ça va donner. Avant qu'on se quitte, ça me fait penser à cette question que je voulais te poser, que je t'ai pas posée. Tu me parles de tes 60 posts LinkedIn rédigés déjà. Ouais. Comment tu fais ça ? Non, alors pas pour les rédiger, parce que ça, c'est ton métier, mais pour trouver l'idée. 60 posts qui te donnent des idées différentes, quoi.
Alors, j'ai une application. Alors, d'accord. Il faut savoir que la première chose, c'est que je consomme beaucoup de contenu. D'accord. Si tu ne mets rien d'intéressant dans ta tête, il n'y a rien qui sortira de tes doigts. Vraiment. Super belle punchline. Mais vraiment, c'est un truc hyper important. Je consomme entre 2 heures, 3 heures de contenu, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres, des articles. Et j'ai cette culture-là de toujours capturer les idées que je vois. Quand je vois quelque chose d'intéressant... Comment tu fais ça ? Alors, j'ai un outil qui s'appelle Bear. Ouais. J'utilise le même que Caroline. Ouais. Ok. On en a déjà parlé. Très bien. Bear. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Je pense que j'utilise aussi, du coup. Ouais. Que tu peux classer. Du coup, tu peux classer tes notes par thématique. Avec des hashtags. Avec des hashtags, exactement. Tu peux les classer par canaux, LinkedIn, newsletter, etc. Et donc, quand tu te mets à écrire, tu pars pas de zéro. Il n'y a rien de pire que de partir d'une page blanche. Et c'est un mythe de penser que les gens, ils arrivent et qui partent d'une page blanche et qui se mettent à écrire leur livre de A à Z. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit que dans les films. Le processus d'écriture, il est très séquencé. La partie idéation, c'est la partie où en fait tu vois large. Tu es obligé d'aller capter le maximum d'idées. Et vraiment, c'est cette idée de te dire ah ouais, ça peut être intéressant, d'aller très loin. Alors qu'à l'inverse, le processus d'écriture, c'est un processus qui est en entonnoir. C'est un processus où tu vas essayer de concentrer ton lecteur sur une seule idée. Et donc tu vois bien qu'essayer de faire les deux choses en même temps, essayer d'avoir une idée, essayer d'écrire, c'est un peu comme si t'essayais de courir et de nager en même temps. Donc si tu demandes à ton cerveau, si tu poses ton cerveau devant une page blanche, forcément qu'il va bugger, parce que tu lui demandes d'avoir une idée et en même temps d'écrire cette idée et en même temps de corriger les fautes d'orthographe. Donc il faut savoir que le travail de création, d'écriture, a fortiori, c'est 4 phases. L'idéation, que je fais tout le temps avec mon téléphone, je prends des photos, des machins, je suis toujours en train de noter des trucs. Deuxième étape, la structuration. Je prends une idée, des idées, je vais aller les structurer, donc je les mets sur un Google Doc et je les organise, je les écris. Troisième étape, à ce moment-là, je rédige. Donc là, ce n'est qu'à ce moment-là que l'écriture intervient. L'écriture, c'est les 20 derniers pourcents. C'est les 100 derniers mètres du marathon. C'est une fois que j'ai l'idée, la structure, une fois que je sais ce que je vais écrire, là, je commence à écrire. Là, je commence à rédiger des phrases. Mais avant ça, je ne sais pas ce que... Je commence même pas à rédiger plus de 2-3 phrases, plus que des bullet points. Et donc, ensuite, une fois que tu as écrit, là, tu fais ce qu'on appelle l'édition, correction de fautes d'orthographe. Tu mets tes emojis ou pas. Et là, tu peux programmer ensuite, éditer et programmer ton post. Donc là, tu vois quoi ? C'est une séquence. Tu partagerais avec nous ta dernière note, Bear ? Ouais. Alors, attends. Pour voir concrètement ce que tu notes, tu vois, d'un article que tu as écrit ou d'une vidéo que tu as regardé, d'un podcast que tu as écouté. Ouais, alors ça, c'est une note que j'ai écrite moi. D'accord. Suite justement à un article qui disait que LinkedIn se Facebookise. D'accord. Et j'ai écrit « Les gens disent qu'ils veulent Arte. En fait, ils regardent tes PMP. » Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as l'algo que tu mérites. Si ce qui marche bien, c'est les histoires storytelling, c'est les histoires de machin, mon boss, etc., je suis arrivé en retard et tout. Si c'est ça qui ressort, si c'est ça qu'on voit, c'est que quelque part, il y a bien des gens qui like ça. Et bien donc, sûr. Finalement, t'as l'algo que tu mérites. Et donc, les gens disent qu'ils veulent regarder Arte, c'est-à-dire qu'ils veulent des contenus hyper experts, etc. Sûr. Mais en fait, ce qu'ils like, c'est tes PMP. Voilà. Et ça, t'as mis quoi comme hashtag ? Hashtag idée, hashtag LinkedIn. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, qui, pour le coup, tu vois, qui est sorti de ma tête. Ouais. Et j'ai une autre note que là, j'ai capturée, qui est hashtag idée. Et c'est marketing versus branding. C'est quoi la différence entre du marketing et du branding ? Donc le branding, c'est qui tu es, ce que tu as à offrir et ce en quoi tu crois. Et le marketing, c'est ce que tu partages, ta marque, ce que tu promeus comme produit et service. Alors, je vais pas forcément reprendre ce contenu-là, mais je trouvais ça intéressant d'opposer le branding et le marketing. Ok, donc ça, ce sont en fait des points de départ vers des posts un peu plus élaborés, plus construits, etc. Bon, merci de les avoir partagés avec nous. Nina, je te remercie énormément pour cette 1h40 quand même qu'on a passé ensemble, mais c'est passé une vitesse folle. Tu nous as partagé énormément de choses. C'était hyper intéressant, en tout cas de mon point de vue. J'espère que pour vous, auditeurs, également. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Non, un grand merci à toi de m'avoir accueilli, Christopher. C'est très sympa d'être venu dans vos locaux et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Et encore une fois, moi aussi, je te remercie d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici et de partager tout ça.
Voilà, Follow Me, 10e épisode. Si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser une note sur Spotify et Apple Podcast, à laisser aussi un commentaire sur Apple Podcast. Je dis ça, ça n'a aucun rapport avec l'algo de Spotify ou Apple Podcast. On sait comment il fonctionne pas du tout en fonction des notes que vous laissez ou des commentaires. C'est juste que nous, ça nous fait du bien en fait, les podcasteurs, de savoir ce que vous avez aimé et moins aimé, et ça nous encourage à continuer à produire du contenu, toujours avec ce rythme hebdomadaire qui n'est pas toujours facile à tenir, mais on s'accroche, et c'est pour vous qu'on le fait. Donc n'hésitez pas à le faire. T'es d'accord avec moi, Nina? Totalement d'accord avec toi. On adore recevoir de l'amour. C'est ça. On met tellement d'efforts à créer du contenu. Exactement. On y met notre cœur. Donc, quand on reçoit de l'amour en retour, c'est super cool. Merci beaucoup, Nina. Au revoir à tous. À bientôt. Salut.